qui considère sa vie comme dénuée de sens n'est pas tout simplement malheureux, il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. D'ailleurs, il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce vendredi 12 juin de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux déjà devant vos petits écrans pour nous avoir, mais surtout n'oubliez pas, nous sommes avec vous, nous sommes de tout cœur avec vous ce vendredi et on espère tout simplement que tout au long des 2 heures à venir, nous allons justement être ensemble. Eh bien, vous connaissez le principe de cette édition et sans oublier cette émission. Mange Vianasus, good morning. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. How's it? Steve, we are managing today. I say managing. You're managing. J'espère que le week-end a bien commencé. C'est vous qui aimez le week-end. I hope that it should be actually. Ok. Alain Dior, bonjour. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos télé-regardeurs de ce matin. Vous allez bien, moi? Oui, je me porte très bien. Vous voyez que je m'appelle ce matin Moussa Diok. Moussa Diok. Si vous saviez qu'il était Moussa, en tout cas dans le corps, vous ne diriez pas ça. Mais bon, bienvenue à vous. Merci. Messieurs, tout de suite maintenant, voici la revue de presse, l'actualité, alors l'information traitée par nos confrères de la presse écrite africaine, camerounaise et sans oublier bien sûr mondiale, la première partie en langue anglaise. For this last day of the week, this Friday, the 12th day of June, 2020, the Guardian Post newspaper opens today's edition asking what is killing Cameroonians' lawyers, and the paper indicates that over 29 lawyers have died within 6 months in Cameroon. Talking about Hajj 2020, the Minister of Territorial Administration holds fundraising for pilgrims over COVID-19. This is in a communique signed last June 10th, 2020. Then still talking of COVID-19, the National Institute of Statistics reveals that over 81% of Cameroonian households have been impoverished by COVID-19. And the findings was made public after they carried out a survey in the country 2 weeks after the current health crisis was declared a global pandemic. We take Cameroon Tribune that has their focus in respect of safety measures to curb the spread of COVID-19 pandemic. Cameroon Tribune tells us that with the Prime Minister yesterday presiding the weekly meetings of the Interministerial Committee charged with evaluating government's measures to fight the pandemic, he called on the members of the committee to increase sensitization for the application of barrier measures, especially in public places. We have details of that story on page 2 to page 3 of Cameroon Tribune. Then in education, the Secondary Education Minister, Pauline Nalova-Lyonga, has published the calendar of official examinations within her ministry. Read page 15 of Cameroon Tribune for details concerning this official examination within the Ministry of Secondary Education. We take Le Jour newspaper that tells us on page 2 that parliamentarians are reacting concerning the death of the Buea-based journalist Samuel Wazizi. Then Milo Messager newspaper on page 4 talks about the funeral of Victor Fotso, indicating that there is a fierce battle surrounding 2 billion francs CFA earmarked as the funeral budget. The paper carries out an inquiry on the conflict within a family of 120 children and 25 widows. L'Economie newspaper takes a look at those economic sectors that have recorded more than 50% loss of employment. This is contained in the result of a survey carried out by the National Institute of Statistics between the 26th of April and the 10th of May 2020. Emergence newspaper on pages 5 to page 11 brings the views of 13 experts who are exchanging on how to fight against hate speech and tribalism in Cameroon. And on page 3, on Wazizi's affair, the paper tells us that rights groups put pressure on the United Nations. We go out of Cameroon and we begin in Nigeria with the Vanguard newspaper that tells us that the Economic and Financial Crimes Commission on Thursday said some serving and past governors were being investigated for corrupt practices that have reportedly robbed their states of huge sums
of public funds. The acting chairperson, while briefing the media on a ceremony in his office, said the probe of those governors whose names he did not give was born out of numerous petitions filed against them by individuals and groups pertaining to the looting of public funds. The Herald newspaper in Zimbabwe reports today that the payment of bride price will no longer be regarded as a barrier in solemnizing marriages between two consenting adults if they satisfy other requirements of the law. This was disclosed by a cabinet minister while presenting the marriage bill in the Senate last Wednesday. The New Times newspaper in Rwanda, talking of efforts to curb the COVID-19 pandemic, says the Rwandan President Paul Kagame has said the pandemic should not hold back the African continent from implementing existing and new development programs geared towards the African Union's Agenda 2063. He was speaking at a virtual meeting of the African Union Bureau and chairs of regional economic committees yesterday, June 11, 2020. In Kenya, the Daily Nation newspaper says, with battered businesses and reduced income because of COVID-19 crisis, there were mixed reactions from MPs and budget experts on Thursday on how the government will finance the 2.79 trillion shillings budget for the 2020-2021 financial year in Kenya. In South Africa, the Sowetan Life newspaper, examining the use of face masks, says some of the challenges experienced by teachers who have been teaching wearing face masks range from sweating, suffocating, and muffling. It has been 4 days since schools reopened, but teachers say they are struggling to adapt to the new norms of wearing a mask in class as a result of COVID-19. Out of Africa, we take the Guardian newspaper in Britain that says tensions rise over race as more statues are targeted concerning Britain's attitude to racism. We end with the Times newspaper, still in Britain, that tells us court prepares fast-track persecution for Black Lives Matter demonstrations as violent protesters are to be jailed within 24 hours. Steve, these are some of the information that we have in newspapers in Africa and the world. Eh bien, nous allons retenir justement la une de Guardian Post ce matin qui nous demande, d'ailleurs, qui s'interroge, qu'est-ce qui tue d'ailleurs les avocats camerounais? Ça, c'est la grande interrogation de nos confrères. Actually, the people are asking us for over 6 months now. There's been a number of lawyers dying in Cameroon. Justement, il y en a plusieurs qui meurent d'ailleurs chaque année au Cameroun. Et d'ailleurs, Émergence s'interroge également ce matin comment lutter contre le discours haineux et surtout les discours haineux et tribaux. On espère tout simplement que l'élément de réponse se retrouvera dans les colonnes du journal. Tout de suite maintenant, prenons d'ailleurs la langue française avec Alain Diok ce matin. À la une du quotidien Cameroun Tribune, respect des mesures barrières, le Premier ministre remobilise son équipe. Président hier, la réunion hebdomadaire du comité interministériel chargé d'évaluer la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19. Joseph Diongouté a exhorcé donc les membres du gouvernement à accroître la sensibilisation pour l'application des mesures barrières, particulièrement dans les espaces publics et marchands. Expropriation foncière, les bananes persistent et signent, nous informe le quotidien Le Messager, en parlant justement de ce peuple qui est déterminé à ne céder le moindre mètre carré à l'État. L'unité forestière d'aménagement de Yingui dans l'UNCAM durci. Le ton nous renseigne le journal Le Messager de ce matin. Dans le journal Essingan de ce jour, on parle justement de la succession à la tête de l'État. Le journal présente Franck Biya comme le mouton noir des félons. Selon le journal, incapable de bâtir un projet politique convaincant, ceux qui ont annoncé la mort de son père se servent du nom du fils aîné du chef de l'État qu'ils diabolisent dans le seul but d'assouvir leur soif de pouvoir. Covid-19, ces secteurs qui enregistrent plus de 50% des pertes d'emploi que le journal de l'économie présente ce jour en se basant justement aux résultats issus d'une enquête menée par l'Institut national de la statistique auprès des entreprises et des ménages dans la période allant du 26 avril au 10 mai 2020. Le journal La Revue du Patriote incrimine l'ambassadeur du Cameroun en Égypte
Le journal nous renseigne qu'il est pris en flagrant délit de détournement. Selon le journal, dans une correspondance à lui adressée le 30 avril dernier, le premier secrétaire de cette institution diplomatique s'insurge contre différentes pratiques en cours au sein de cette représentation diplomatique. Le président de la République vivement interpellé. Tout de suite au Gabon avec le journal L'Union qui présente la nécrologie avec Isozé Ngondet qui s'en est allé. L'ex-premier ministre de 2016 à 2019 et actuel député de Makonkan est donc mort très tôt hier à l'âge de 59 ans. Il avait, 2 semaines, été victime de graves ennuis de santé qui avaient nécessité son hospitalisation. Sa disparition qui a donc suscité un flot de réactions comme le commis d'État qu'il était. Au Congo, les dépêches de Brazzaville nous renseignent que le Congo est éligible à l'initiative de suspension du service de la dette. Ceci est approuvé justement par le G20, le club de Paris qui a déclaré que la République du Congo est éligible à bénéficier de cette résolution qui aidera le pays à améliorer la transparence et la gestion de la dette. En RD Congo, le courrier de Kinshasa nous parle de Philippe Tshisekedi qui a nommé de nouveaux mandataires pour les entreprises publiques. En effet, le chef de l'État de la RD Congo a procédé hier à la nomination de nouveaux mandataires au sein de quelques entreprises publiques. Les ordonnances lues par le porte-parole du président ont révélé seulement 8 entreprises publiques pour lesquelles de nouveaux animateurs ont été promus. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin indique que les rassemblements à Abidjan sont ramenés à 50 personnes dans la lutte contre le coronavirus. Le Grand Abidjan est toujours isolé. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes restent également fermées. En tout cas, le Conseil national de sécurité s'est réuni hier, question de proroger des mesures de restriction pour la capitale économique jusqu'au 30 juin prochain. Direction le Sénégal avec Sud Quotidien qui évoque la BAD. Là-bas, c'est une gouvernance en question. En effet, la candidature du président de la Banque africaine de développement du Nigeria à Dessina, candidat unique à sa propre succession, n'est pas du goût de tout le monde au sein de l'institution. Les lanceurs d'alerte ont dénoncé certains travers du patron de la banque qu'ils accusent de népotisme et même du favoritisme. Direction la France avec le journal Le Monde qui évoque comment le président Macron prépare la sortie de crise 3 mois après avoir décidé de confiner le pays face à la menace du coronavirus. Le chef de l'État français s'adressera aux Français dimanche 14 juin prochain. Accusé de violence et de racisme, la police est en colère, nous informe le Figaro. Selon le journal français, la police a le sentiment d'être injustement attaquée et lâchée par le gouvernement. Selon le sondage du journal, 76% de Français continuent d'en avoir une bonne opinion. Terminons par le quotidien sportif L'équipe avec les demi-finales de la Coupe de l'Italie. À 21h, Juventus contre AC Milan. Après l'Allemagne, donc le Portugal et l'Espagne, le foot reprend justement en Italie. Il y occupe toujours une place à part malgré la pandémie du coronavirus. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Un amour éternel pour le football. Absolument. Mais je me rends compte que finalement, c'est vous également. Vous êtes un amoureux éternel du football. Oui. Ne pas également oublier qu'hier, c'était le championnat espagnol qui avait démarré. Séville contre Betis. Et bien, le Séville a gagné d'ailleurs Betis. Duel des Sévillans. 2-0. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle en tout cas pour les Sévillans de l'autre côté. Betis, Séville et puis Séville. C'est la même équipe et surtout c'est la même ville. Messieurs, revenons un peu sur ce que Émergence s'interrogeait comme... posé comme question ce matin à sa grande une, comment lutter contre les discours haineux et tribaux? Yeah, Steve, I think when you read what Emergence newspaper is saying, there are about 13 experts who are confronting, exchanging their ideas on how we can avoid this hate speech and tribalistic tendencies in Cameroon. And there was a law that was put in place in Cameroon here, making it a crime when you use hate speech or tribalistic tendencies openly in public. And I think that the problem we have in Cameroon is not the problem of laws or the problem of, vision. It's the problem of follow-up. What do we do when people become so, tribalistic? And
they don't do it as if they are hiding. They are open. We know them. We know this is what is doing. This is what, and even within the government. So when it's happening like that, I think there's this. We need to follow up to find out, because we need an example from somewhere. If an example is set on somebody, I think we will put an end to this kind of tribal and hate speech that we have on our social media and in Cameroon. Ah, ça c'est vrai aussi. Alain Diop, finalement, on dit que tout le monde est tribaliste. Tout le monde, je ne dirais pas, mais je pense que cette affaire est très compliquée dans la mesure où, quand vous rendez dans les réseaux sociaux, vous avez le sentiment que ceux qui prolifèrent tout cela sont moins éduqués ou moins instruits. Vont être un peu... Attention qu'on ne tire pas sur vous ce matin également. Non, mais je pense qu'ils sont moins instruits. Je ne veux pas dire qu'ils peuvent être diplômés, mais ils sont moins instruits. Dans la mesure où... moi, je suis parfois étonné de voir que certains leaders d'opinion, ceux qu'on trouve comme des modèles chez nous, s'évertuent à faire cet exercice. C'est très compliqué. Donc, en ce moment, on ne sait pas comment on peut s'en prendre. Parce que si ça se limitait justement à une tranche de la société, là, on peut savoir, là, en ce moment, les leaders d'opinion peuvent prendre la parole et dire, écoutez, et même les leaders politiques, parce qu'il s'agit de la politique. C'est la politique. Mais c'est des temps, on a l'impression justement... que cette tendance est en baisse quand même sur les réseaux sociaux. Oui, disons que cette tendance est en baisse. Parce qu'il y a aussi des dislocations dans certains milieux. Dans certains groupes, hein. Dans certains groupes. Dits extrémistes. Dits extrémistes. Je ne sais pas s'ils sont extrémistes. Entre guillemets. Mais qui, c'était justement leur marque de fabrique. C'est-à-dire que à longueur de journée, on lisait des messages de haine. Maintenant, je crois que ça s'est estompé un peu. Les gens essayent de prendre un peu conscience du fait qu'il s'agit quand même du Cameroun, il ne s'agit pas des individus, même si les gens jusqu'aujourd'hui ont encore soif de gouverner, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'abord du Cameroun. On ne pouvait pas tout le temps vous insurger contre une tribu comme si... alors que ces tribus ont les mêmes préoccupations que toutes les autres tribus d'ailleurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques doivent faire leur travail et même aussi les leaders d'opinion. Messieurs, le quotidien Le Messager nous fait savoir ce matin que les bananes persistent et signent. C'est d'ailleurs la une de Le Messager, les bananes qui ont décidé d'ailleurs qu'ils ne veulent pas céder un seul mètre carré de leur terre. I think we have been talking about this issue of... On en a parlé d'ailleurs sur ce plateau à plusieurs reprises, hein, ça il faut le préciser. Yes, and on en reviendra d'ailleurs sur ce sujet parce qu'il est très important. I think that if some communities can react like the Banen people are doing, I think that we would come to understand... you cannot come, people have been existing in a particular locality for some time. It's true, every land belongs to the state, but then there is no state without the people. Those people who occupy that very area, that is their own heritage. And when we keep talking of this issue of, autochtone, no, you cannot exist without being... Les terres que l'État veut prendre en tout cas pour faire, je sais pas quoi, pour vendre à d'autres, ou aux Chinois. That is where the problem is. If the state was taking it for development in Cameroon, we would understand. But they take it, they sell it to foreigners who come exploit the area at the detriment of the local people. Whatever they take, they go with it and nothing... ça c'est vrai aussi. Jamais sur le triangle national camerounais ou alors sur le triangle national. That is it. I think if other communities should react like these people are doing, I think that it would send some message to the government that no, wait, we have to first consider the interest of the particular people first, then look at the national interest. Because when you ask the question, when they sell this parcel of land to these foreigners, where does the money go to? Justement, ce fut également le cas dans le sud-ouest avec la société Heracles, qui était justement venue pour faire les plantations de palmiers à huile. Malheureusement, quand le contrat commençait à aller en vrille, ils ont décidé de prendre, en tout cas, de faire l'exploitation du bois. Et les populations, justement, du sud-ouest étaient sorties pour dire non, nous n'en voulons pas. Et on espère tout simplement que c'est également ce que les Bananes sont en train de faire actuellement-ci sur leur territoire. Ils disent qu'ils ne veulent même pas céder un seul mètre carré. Je suis d'accord avec les bananes pour une seule chose. Vous savez, on nous a appris que la terre appartient aux premiers occupants. Oui. Si la terre appartient donc aux premiers occupants, ça veut dire que les bananes ont raison de dire qu'ils ne vont pas rétrocéder un seul centimètre de leur terre à l'État. Mais l'État vient parce que l'État c'est tout le monde. Ou bien l'État a sa force. Bon, si on revient sur la forme platonique du terme, l'État... disons que ces populations existent avant l'État. Oui, c'est pour ça que la terre appartient aux premiers occupants. Voilà. En ce moment-là, même si l'État veut absolument ériger un projet, mais c'est en complicité avec l'État.
Et avec justement les populations. Oui. Avec les populations. Or, qu'est-ce qu'on se rend compte que dans plusieurs régions, à la Sanaga maritime, presque toute la Sanaga maritime, hein, parce que 65 000 hectares. Je vous entends parler, peut-être vous ne savez pas ce qui se passe ailleurs, dans d'autres périphéries de la Sanaga maritime. C'est grave. Du côté où il y a Sokapalm. Sokapalm a pris par force les terres. J'indique comme ça que Sokapalm, la société Sokapalm, par force, des terres des populations du côté des DA. C'est grave. Vous arrivez à Ezeka, c'est la même chose. Mais ça ne va pas. Alors que la population ne fait que s'accroître. Qu'est-ce qu'on va faire Après, Qu'est-ce qu'on va faire après justement, on n'a même pas besoin de ces entreprises qui viennent ici pour cultiver. On n'a pas besoin. Nous, si ce n'était que moi, on n'a pas besoin. Ils peuvent faire d'autres choses. Mais pas venir s'accaparer des terres. La terre n'appartient même pas à l'État, si ce n'était que moi. La terre appartient aux populations. Maintenant, comme l'État a sa force, bon, l'État, c'est vous également. Hein, n'oubliez pas que l'État, c'est vous, c'est moi, c'est également. Oui, mais j'ai défini l'État dans le sens platonique du terme, dont les dirigeants. Mais l'État, quand même, est né après, il faut le dire, hein, les populations qui étaient là donc, avant. On vous comprend parfaitement. On va également rendre un dernier hommage à Issosen Gondé, qui fut ministre d'ailleurs du côté du Gabon et qui s'en est allé hier. Hein. Tous nos hommages d'ailleurs à la famille qui m'ont éprouvé et sans oublier au gouvernement gabonais. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Passez un très bon week-end. Tout de suite. Et maintenant, nous prenons la chronique. Hervé Bokouri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Bien, merci. Les dissensions au sein de la famille Fotso, Victor, sont au cœur de votre chronique de ce vendredi. Mon père a réussi sa vie, mais il a raté sa mort. Ces propos ne sont pas de moi, vous vous en doutez, mais de Christelle Nadia Fosso, la fille du milliardaire de Banjul, Fosso Victor. Mon père a donc réussi sa vie, mais il a raté sa mort. Ces propos, tenus quelques mois avant la disparition de son père, lui donnent raison et presque totalement raison aujourd'hui, au regard des dissensions que connaît la famille du patriarche décédé le 20 mars 2020 à Paris. Au crépuscule de sa vie, ça sentait déjà le roussi, il faut le reconnaître. Certains enfants à mal de positionnement lorgnait déjà de manière insidieuse la fortune du milliardaire de regrettée mémoire. C'était à qui prendrait la meilleure position, à qui serait en pole position pour faire main basse sur le pactole du vieux une fois que son corps et son esprit regagneraient définitivement le monde céleste. C'est donc chose faite depuis bientôt 3 mois. Dès lors, on assiste à la nuit des longs couteaux. La presse contribue à sa manière à raviver une tension fort regrettable au sein de cette famille. Dans les réseaux sociaux, par individus interposés, ce qui se passe dans la famille est fidèlement et publiquement rendu. Les batailles d'intérêt, la haine viscérale, la forte animosité sévit et malheureusement, comme une peau de chagrin, déshonore un nom, Fosso Victor, que le géniteur, après de durs labeurs, a su placer au firmament du business aussi bien au Cameroun qu'en Afrique. Fosso Victor incarnait la réussite. Cet homme illettré, parti de nulle part, premier fils d'une femme, une épouse qui a été répudiée, mais qui a su tout au long de sa vie bâtir une fortune colossale au centre des disputes. Et c'est dommage de le dire, après son inhumation, pourrait bien provoquer une implosion familiale à forte échelle. Avant d'arriver sur cet héritage que lègue le patriarche de Banjul, ses obsèques laissent déjà parvenir des sons discordants. Deux camps s'affronteraient sur la question d'un fonds spécial de prêt de 2 milliards de francs CFA laissé par Fosso Victor dans une banque de la place, ceci avant sa mort, pour l'organisation de ses obsèques. La gestion du magot suscite, vous vous en doutez, des convoitises. Le premier clan a d'ores et déjà arrêté la date du 20 juin prochain pour une inhumation traditionnelle
En attendant les obsèques officielles que décidera le chef de l'État sans doute, ce premier clan a bénéficié du soutien ou alors bénéficie du soutien des autorités de la région de l'Ouest et serait constitué des enfants d'une même mère. Le deuxième clan qui veut que l'une des grosses fortunes du Cameroun, c'est-à-dire Fosso Victor, soit inhumée en présence de tous ses enfants. On parle de plus de 100, je ne sais pas si vous êtes au courant. 120. Voilà, 120. Et de toutes ses épouses reproche au premier clan, écoutez bien, d'avoir caché à la famille les conditions réelles du décès et de n'avoir pas la majorité de la famille, informé la majorité de la famille dans le choix de la date et conditions des obsèques du patriarche. D'avoir également menti sur la date du décès lors de l'établissement du certificat. Vous voyez bien que quelque chose ne tourne pas rond. Bref, les obsèques de Fosso Victor se dérouleront, il faut vraiment le dire, dans la zizanie. Au vu de l'évolution de la situation, rien ne présage retour à de meilleurs sentiments pour bon nombre de personnes. Ce qui se passe dans cette famille est la résultance d'une malveillance qui date depuis des lustres. Son fils, Yves-Michel Fosso, l'a subtilement dit dans une interview accordée à Jeune Afrique, confirmée par sa sœur Christelle Nadia Fosso. Autour de leur père gravite une bande de courtisans et plaisantants et même complaisants qui déplument quotidiennement ou alors qui déplumaient quotidiennement le père et l'amenaient parfois à faire des dons et des investissements suspects à hauteur de milliards CFA. On se souvient encore des dons, de ces récents dons. C'était en 2017, si je me trompe, encore 2018. Bref, ces derniers temps, il faisait vraiment des dons à hauteur des milliards de francs CFA. Le patriarche, de moins en moins lucide, se faisait donc manipuler par des proches qui le contraignaient à sortir des sommes exorbitantes pour des futilités. Et cet agent, œuvre de bienfaisance ou alors d'un projet bien précis, n'était pas globalement versé ou alors destiné pour la cause. Pire, pendant ce temps, la scolarité de certains de ses enfants n'était pas entièrement versée. Vous imaginez donc un fils de Fosso Victor renvoyé de l'école pour non-paiement de pension. Voilà donc où on en est aujourd'hui. En attendant, les autres arrivent, en attendant que les uns et les autres arrivent à de meilleurs sentiments, en enterrant leur ego et toutes sortes de suspicions, ce que nous souhaitons de tous nos voeux. Nous vivons ce triste spectacle, il faut le reconnaître, que nous offre dans la plupart la disparition d'un homme fortuné. Curieusement, les cas répétitifs n'ont jamais servi de leçon à ceux qui sont en vie. Comme Fosso Victor, la plupart réussissent dans la vie et ratent leur mort. La plupart réussissent dans la vie, mais ratent justement leur mort. Et moi, je vous poserai la question, Hervé Moukouri, ce matin, où est passé le testament de Fosso Victor, où il devait justement tout classifier? Toujours, vous voyez bien, je vous parlais de deux clans. Il y a un clan qui semble vraiment, depuis une dizaine d'années, depuis qu'on a constaté, je vais dire, entre guillemets, la chute de Yves-Michel Fosso en 2010, avec son emprisonnement, après les affaires à la Camer et autres. Vous voyez bien qu'il y a un groupe qui s'est constitué tout autour du père, et même Yves-Michel Fosso l'avait dit dans une interview accordée à Jeune Afrique, oui, qu'il y en a qui sont là, qui semblent, n'est-ce pas, embrigader, phagocyter le père pour pouvoir, n'est-ce pas, grappiller et eux-mêmes faire même base sur la fortune du père une fois qu'il serait décédé. Et effectivement, c'est ce scénario, d'ailleurs relevé également par, je le disais tout à l'heure, Christelle Nadia Fosso, qui est en train de se passer. Alors, tout a été tellement bien ficelé que tout a disparu, y compris le testament. Donc, on ne comprend plus rien. Ça fait même le testament a disparu. Le testament a disparu. Qui connaît qui sait où ça se trouve, puisque les gens se plaignent. L'autre camp dit que même le coffre-fort, ce qui était caché, il y a même les clés et tout. Tout a disparu. Tout a disparu subitement. Enfin, dès que l'annonce de sa mort a été confirmée par le premier clan qui avait déjà pris toutes les dispositions pour que, n'est-ce pas... Beaucoup de ces milliardaires, quand même, n'ont pas pris la leçon, par exemple, de la famille sur Popriso. À un moment donné, quand même, il faut se préparer. Même, on croyait encore que chez les cadis, ça avait
quasiment réussi, mais là également... Même également, chez les cas de Fotso, c'est le même problème qu'on a également. Il y a quelques grincements dedans, tout à fait. Décidément, l'argent Justement, divise. je pose justement la question, pourquoi est-ce que ces milliardaires qui connaissent d'ailleurs le monde des affaires, qui sont trempés dans le monde des affaires, ne s'arrangent pas justement avant leur mort? Parce que comme le disait d'ailleurs sa fille, il n'a pas préparé sa mort. Il n'a pas préparé sa mort. Et je ne sais pas si c'est l'argent qui divise forcément ou bien c'est la l'argent divise toujours. préparation. L'argent divise des toujours. parents. Hein. Et comme Nadia Fosso, la fille disait, vous savez, quand papa n'a pas fait de grandes études, il s'est battu, il s'est dit toujours que, bon, si jamais ces enfants sont là, je vais les mettre là, à un très très bon niveau pour qu'ils n'aient pas cette pensée sur l'argent, sur la fortune du père. Mais jusque-là, ça finit toujours très très mal. Hein. On peut aller à l'école, on peut faire de grandes études, mais quand on regarde le magot et que c'est consistant, ça crée toujours des divisions dans la famille. Voilà, vous voyez que Fosso avait quand même, il avait commencé à prendre, prendre quand même des dispositions au départ, mais selon certains, il a été déçu par Yves Michel qui était là, son pion, n'est-ce pas, son cheval de base, sur lequel il misait le plus. Cheval de base où il misait le plus, mais malheureusement, Yves Michel Fosso n'est plus là. Enfin, il est justement en prison. Actuellement, d'ailleurs, il est évacué. Évacuation sanitaire. Au Maroc. Diabète et cancer, c'est qu'on dit, en fait. Bon, c'est pas... Ça nous touche beaucoup de savoir que c'est ce patrimoine, moi j'aime souvent le dire comme ça. Fosso Victor n'appartenait plus à la famille Fosso, hein, il appartenait justement au Cameroun. On espère tout simplement que l'État du Cameroun aura justement un droit de regard et surtout pourra justement trouver des solutions pour que les uns et les autres arrêtent justement de se battre. 120 enfants, 25 épouses. J'espère que les 25 épouses sont encore en vie. Il faut le faire. Parce que je pense quand même que les mamans, il est bon quand même que les mamans également s'intéressent à la chose et puissent calmer également les enfants. Chaque maman cherche à positionner également les siens pour qu'il y ait quand même quelque chose à la fin. Et dommage, c'est ça qui cause autant de tensions. Mais quand je fais quand même des calculs, 25 femmes, 120 enfants, ça signifie que chaque femme avait combien d'enfants? Oh, je sais pas, n'oubliez pas qu'il y a aussi des dépanneurs. Bon, il y a également des enfants de la famille que forcément on prenait comme ça. Voilà, qu'on dit que ce sont les enfants de Fosso Victor. Bien sûr. Merci en tout cas, Yves Moukori, d'avoir été là ce matin. Merci pour cette belle chronique. Et on espère vous retrouver lundi prochain, toujours avec la même forme. Passez un bon week-end. Et bien sûr, c'est le débat, mesdames, messieurs, tout de suite et maintenant. Docteur Bénécris, bonjour. Bonjour Steve Ngoss, bonjour à tous les téléspectateurs de DBS matin, bonjour à vos copanélistes ce matin et surtout un bonjour particulier à celle qui m'accompagne depuis 9 ans aujourd'hui, la mère de mes jumeaux, Jenny Pauline. Ok, félicitations également pour vos jumeaux. On va le dire comme ça et surtout merci d'être là ce matin. À ma gauche, Christelle André Fanga, directeur de publication de la Dépêche de midi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jocelyn, merci de m'avoir invité. Je dis bonjour à Bénécris et félicitations aussi. Merci beaucoup. Bonjour aux téléspectateurs de DBS Matin et de toute la galaxie qui ne fait que s'accroître au niveau africain et au niveau mondial parce que j'ai reçu des nouvelles de Côte d'Ivoire par rapport à notre dernier sujet. Hier, justement, voilà, on nous a appelé de partout. J'ai eu des messages d'ailleurs de tous les Ivoiriens. Voilà. De nos amis qui sont les directeurs de publication des journaux et quotidiens. Ce qui nous menace, qui pensent qu'on ne doit pas parler de Gbagbo et de Ouattara. De Ouattara ou bien d'un certain trafiquant de drogue appelé Ahmed Bakayoko, ministre d'État de Côte d'Ivoire. Nous nous en foutons. Nous sommes là pour la vérité et nous allons continuer à dire la vérité. Donc, c'est un travail qui a été fait et nous ne sommes pas influencés par quoi que ce soit. Bienvenue en tout cas à vous ce matin encore, André Christelle Fanga. Patient Pafendo, bonjour. Bonjour Steve, bonjour à Bénécris et à Christelle, bonjour à nos nombreux téléspectateurs, bonjour particulièrement à nos techniciens. Il pleut à ce doigt-là. Il pleut. Être là très tôt le matin pour ce n'est pas facile du tout. Cette matinée soit possible. Je dis merci, félicitations. Et merci pour cette énième invitation.
Et il ne faut pas également oublier, nous venons sous la pluie. Hein. On a un devoir de mémoire envers les téléspectateurs. Messieurs, le président burundais Pierre Nkurunziza meurt brutalement à l'âge de 55 ans, nous dit-on, d'un arrêt cardiaque. Ça, c'est la version officielle. Et voici ce que le communiqué déclare. Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse aux Burundais et à la communauté internationale le décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi suite à un arrêt cardiaque, indique d'ailleurs le communiqué officiel du gouvernement burundais. Le texte détaille les derniers jours du président Nkurunziza. Après avoir assisté à un match de volleyball le samedi 6 juin, il a, dans la nuit du 6 au 7, ressenti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital. Le dimanche, son état de santé s'est amélioré et il s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui, poursuit le communiqué. À la très grande surprise de chacun, dans la matinée du lundi 8 juin 2020, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Malgré une prise en charge intense continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient, ajoute d'ailleurs le communiqué, précisant que l'équipe médicale pluridisciplinaire a tenté pendant plusieurs heures de le réanimer. Mais une question cependant, messieurs. Comment peut-il être tombé malade en même temps que tous les membres de sa famille, femmes et enfants? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que tous vont se retrouver à l'hôpital, ce que ne nous dit pas le communiqué. La seule chose que nous dit le communiqué, c'est que Nkurunziza présidait aux destinées du Burundi depuis 2005. Le 20 mai, son successeur et son dauphin, désigné Évariste Ndayishimiye, a été élu pour le remplacer à la tête de l'État. Pierre Nkurunziza ayant décidé de ne pas se présenter. Son mandat devait se terminer, il faut le préciser, en août prochain. Sa candidature à un troisième mandat très controversé en 2015 avait plongé son pays dans une crise politique. L'élection présidentielle du 20 mai s'est tenue en dépit de l'épidémie du nouveau coronavirus. Des milliers de partisans avaient afflué au meeting de campagne et le jour du scrutin, les électeurs se pressaient les uns d'ailleurs contre les autres dans les files d'attente sans véritable mesure de prévention. On ignore jusqu'à preuve de contraire si l'arrêt cardiaque auquel a succombé Pierre Nkurunziza est consécutif à une infection au Covid-19. Son épouse avait récemment été admise à Nairobi pour y être soignée. Certaines sources affirmant qu'elle avait contracté le nouveau coronavirus. Le gouvernement a annoncé d'ailleurs un deuil national de 7 jours à compter de mardi dernier. Messieurs, jusqu'à preuve de contraire, le communiqué officiel du gouvernement burundais ne nous dit pas que les enfants de Pierre Nkurunziza, lui-même et sans oublier son épouse, étaient malades. Docteur Bénécris. Oui, et il y a beaucoup de dichotomies dans l'information qui a été servie au public par les gouvernements burundais le lendemain du décès de Pierre Nkurunziza, qui, selon d'autres sources, serait intervenu 2 jours avant. Alors que 2 jours avant, c'est-à-dire les 6 au 7, Pierre Nkurunziza participait à un match de baseball, de basketball, au cours du volleyball, et il a eu à recevoir un certain nombre de gens, donc la santé était normale. Le 7 matin, Nkurunziza sent des malaises, on l'achemine à l'hôpital, et le 8, il décède. Donc il y a une dégradation subite de sa santé qui étonne beaucoup de personnes. Parce que sanitairement, sur le plan de la santé, son médecin aurait attesté qu'il n'avait aucun problème cardiaque. D'où survient donc les problèmes cardiaques qui a été déclaré par le gouvernement. Et que dit le gouvernement sur l'évacuation de sa femme quelques jours au préalable au Kenya. Et de ses enfants également qui étaient malades. Et de ses enfants. Donc il y a beaucoup de suspicions, non seulement dans l'attitude du gouvernement, qui n'a jusque-là promulgué aucun calendrier, aucun programme à la suite de ces décès, qui n'a pas éclairci les conditions même de sa mort, et paradoxalement, cela rappelle aussi que même le président qui a été élu à la suite des élections organisées n'était pas le premier choix de Nkurunziza. Parce que le premier choix était le président de l'Assemblée nationale. Donc, il semblerait qu'il y a quelque chose qui se trame que les jours à venir seront capables de nous éclaircir. Jusqu'à preuve de contraire, André Kisselfanga, on dit comme ça que Pierre Nkurunziza avait contracté le coronavirus.
Ben, écoutez, il fallait trouver la petite bête. Vous savez que le Burundi et l'attitude du président Nkurunziza, c'était justement une attitude de dire que c'est une histoire, votre histoire de Covid, donc il faut immédiatement le coller cette étiquette-là aujourd'hui. Mais je pense que c'est pas vrai. Le président Nkurunziza n'est pas atteint du Covid-19, n'est pas mort de Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons les informations qui filtrent de Bujumbura, vraiment, c'est comme s'il y a eu un empoisonnement collectif. Parce qu'un seul instant, toute une famille ne peut pas être malade. Femme, enfant, sa maman aussi est décédée. Sa maman a décédé justement. Elle est décédée aussi le lendemain. La femme hospitalisée, les enfants hospitalisés en un instant. Ça veut dire qu'on a jeté peut-être l'épidémie de Covid-19 dans la maison. Oui, si c'est cela, on est d'accord tous. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il faut véritablement aller en profondeur de cette histoire parce que quand nous regardons logiquement, il ne peut pas avoir mort de Covid-19 ou bien il ne peut pas avoir cette déclaration du gouvernement qui d'un arrêt cardiaque pour Nkurunziza qui est un sportif vraiment avéré et qui aujourd'hui même si on sait pertinemment qu'il y a quand même des joueurs de football qui meurent également sur les stars, bien sûr, pour des arrêts cardiaques. Pour des arrêts cardiaques, mais nous savons tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Donc nous savons quand même que aujourd'hui il y a des suspicions parce que quand vous suivez un peu les déclarations qui sont faites un peu de partout, vous comprenez qu'il y a un problème quelque part. Il y a anguille sur roche. Et quand nous regardons la posture de l'homme en lui-même, de Nkurunziza, c'est comme quelqu'un qui ne voulait pas partir officiellement, ou bien qui ne voulait pas quitter véritablement la scène politique, parce qu'il avait encore droit de veto sur toute la gestion politique. Donc, malgré qu'il n'est plus chef d'État. Donc, il doit avoir une volonté de ceux qui veulent gouverner étant libres d'effacer Nkurunziza de la scène politique. Ça, c'est juste une analyse. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qui a été fait. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il faut aller en profondeur de cette histoire de Nkurunziza et de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et ce qui est sûr, tous les rapports seront biaisés parce qu'en réalité, il faut comprendre que Nkurunziza sort d'un coup d'État aussi. Parce qu'il y a de cela, je crois, moins de 2 ans. Il a échoué ces mêmes militaires qui sont arrivés parce que le président élu aujourd'hui est général. Donc, vous savez qu'il y a certains militaires qui ont voulu faire un coup d'État quand Nkurunziza n'était pas au pays. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de petites manigances là, et sans compter ses prises de position par rapport à l'OMS ces derniers temps. Donc, et à la Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale. Donc, vous pouvez imaginer qu'il peut y avoir un bon scénario qui a été monté pour en finir avec M. Nkurunziza. Patient parfum d'homme jusqu'à preuve de contraire, Pierre Nkurunziza était l'ennemi numéro 1 de la communauté internationale. Jusqu'à sa mort, on a déclaré d'ailleurs après, on a vu une campagne de bashing justement sur lui. On a tout dit. Dictateur, militaire, il a pris le pouvoir par un coup d'État. Il y a toutes sortes de choses qui ont été dites d'ailleurs. Et qui se disent encore aujourd'hui. Commençons d'abord à adresser nos condoléances au peuple burundais. Oui. J'ai quelques amis burundais qui, certains, ont fait les études de passage au Cameroun, sont retrouvés à l'étranger, en Europe, pour parachever leurs études et ont décidé de rentrer au Burundi. Et ils vivent, je crois que c'est difficile. Ce pays vient de connaître la disparition de celui qui était encore, il y a cela quelques jours, le chef d'État, et c'est pas la première fois qu'un chef d'État burundais disparaisse dans ces conditions plus ou moins tragiques. Vous vous souvenez de Nestor Dandaye et d'autres. Donc, je pense que le Burundi, le peuple burundais est dans une situation un peu difficile qui demande quand même qu'on s'y attarde un peu, mais surtout qu'il s'arme de beaucoup de courage et de détermination pour aller de l'avant. Le président Nkurunziza est parti dans des conditions que vous venez de décrire qui sont un peu flou. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mais aucune hypothèse, à mon sens, n'est à évacuer. Aucune hypothèse. Premièrement. Le président Nkurunziza, c'est un personnage que nous connaissons, pas haut en couleur, mais un personnage qui était un peu très, qui avait un nationalisme échevelé, diront les blancs, mais pour dire qu'il était très jaloux de la liberté, n'est-ce pas, de son pays et de son pouvoir. À partir de ce moment-là, il supportait difficilement les administrations et autres considérations en termes de diktat qui venaient de l'étranger. C'était valable pour
les pays qui sont autour du Burundi, mais c'était aussi valable vis-à-vis de ce que nous appelons, ce qu'on appelle prétendument la communauté internationale. D'où un certain nombre de décisions que Nkurunziza avait actionnées, que ce soit la sortie de la CPI et d'autres décisions qui ne plaisaient pas beaucoup à la communauté internationale, aux bien-pensants de ce monde, entre guillemets toujours. Donc cela est un fait avéré. Mais on n'oublie pas quand même la participation de Burundi avec l'aide de Nkurunziza aux opérations de maintien de la paix en Afrique, donc principalement en Somalie, où le Burundi est le principal fournisseur en termes d'hommes pour essayer d'empêcher les Chebabs de faire la Somalie un enfer. Ça aussi, c'est un actif. À son actif, il faut le souligner. Donc, c'était quelqu'un qui avait quand même une vision de l'Afrique qu'on ne peut pas totalement nier, une Afrique libre, une Afrique indépendante. Mais maintenant, le président Nkurunziza avait aussi, et je pense que c'est de là que viennent une partie de la faille. On dit que nul n'est parfait. Oui. Monsieur, bon, c'était un chrétien évangéliste, tout le monde le sait. Il était aussi, au-delà d'être président non plus, mais aussi pasteur. Donc, il avait une vision plus ou moins messianique de la chose publique. Par exemple, parlons de Corona. Il a dit que non, il avait fait des séances de prière et que Dieu avait purifié l'air du Burundi, qu'il ne pouvait pas accepter le virus de coronavirus. Donc les Burundais n'avaient pas à se prémunir de quoi que ce soit. Le corona ne pouvait pas les attraper. Donc ce sont des considérations qui sont presque qui tirent vers l'obscurantisme. Nous sommes en plein XXIe siècle, dans un monde qui va vite, qui est scientifique, une maladie que même les plus grandes nations ne parviennent pas encore à cerner aujourd'hui. Avoir cette attitude, n'est-ce pas, cette vision, j'allais dire que d'un évangélisme d'autres années, c'est quelque chose de dangereux. Et je crois qu'en termes de comparaison, il n'y a que lui et le président brésilien Bolsonaro qui en sont à cette vision-là, que non, Dieu va nous aider. Bon, Trump aussi un peu au tout début, mais nous on essaie de se rattraper. Mais on voit les conséquences de ce qui se passe actuellement au Brésil, avec, je crois que c'est l'un des centres de propagation de cette maladie. Troisième pays le plus touché au monde. Voilà, ce qui prend de l'ampleur à une vitesse incroyable. Donc, je pense que le président Nkurunziza a commis une faute en pensant qu'il suffirait de prier, et en pensant que suffirait de dire comme une espèce de méthode couée que la maladie n'existe pas, pour qu'elle n'existe pas, premièrement. Deuxièmement, nous avons parlé et là vous avez bien fait de rappeler que son épouse a entièrement en soins intensifs au Kenya, à cause du coronavirus, ne marchons pas les mots, c'est ça la vérité. Bon. Deuxièmement, il y a la manière dont Nkurunziza a géré son pouvoir. Mais surtout, ce boulet qu'il a trimballé, cette affaire de son troisième mandat au Foxing, qui a fait que ça a créé une espèce de situation délétère au sein même du pouvoir burundais. Oui. Tout à l'heure, Bénécris venait de le rappeler, Ndayishimiye, qui a été élu chef d'État, n'était pas son choix. Son choix, c'était le président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que même au sein de son parti, à un moment donné, il a eu mal à partir avec son entourage immédiat qui pensait qu'il pesait trop au niveau de la vie publique et politique de son pays. Sans oublier les conditions qui s'est aménagées pour son départ. Les conditions à la fois financières, mais surtout politiques. Vous êtes en train de Christelle nous dire qu'il avait le droit de veto, surtout. Ça veut dire qu'en réalité, il devait avoir un chef d'État, Ndayishimiye, devait être un chef d'État postiche, quoi. Voilà. Donc, il faut donc faire attention quand vous gérez un pays avec de telles difficultés. Si on revient un peu au Cameroun, on se souvient que quand Ahidjo part de pouvoir et remet le pouvoir à son dauphin constitutionnel, M. Paul Biya, Ahidjo part il part de pouvoir autant pour moi, mais avec une clause qui était dans la constitution de l'UNC, qui disait que le parti est au-dessus de l'État. C'est ce qui donnait l'impression à Ahidjo qu'au cours d'une cérémonie officielle, le président Biya pouvait arriver avant lui et lui venir après parce qu'il était président du parti. Ça, c'est ça, en réalité, qui est à l'origine du coup d'État qui va se venir en 1884, 6 avril 84. Donc, quand vous gérez un pouvoir avec de telles contradictions, avec de telles volontés de parti sans parti, vous créez des conditions pour que tout soit possible. Moi, je ne pense pas qu'on ait jeté une maladie au sein de la famille présidentielle. Je pense beaucoup plus
coronavirus en accéléré, parce que si la maman a décédé également. Peut-être qu'elle avait des cas de comorbidité, parce qu'un président de la République a quand même un staff médical, des médecins de renom, n'est-ce pas, du pays. Mourir comme ça, de manière violente, d'une attaque cardiaque, sans prévenir, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Donc, certainement, il y a une maladie, et comme nos États savent se renfermer sur eux, surtout quand ils ont de l'adversité à gauche, à droite, dans cette taxi-là, peut-être que déjà il y avait des signes de maladie de corona de la part du président Nkurunziza, je veux dire, qui l'affectait, mais comme... n'est-ce pas, les États savent souvent, dans ce cas-là, être dans un ordre métal qui ne dit pas son nom. C'est ça qui a peut-être précipité, alors que peut-être les symptômes étaient déjà avancés, et la mort du président Nkurunziza. Maintenant, je n'ai pas le don de la science infuse pour dire qu'il faut écarter une quelconque... on ne va pas également oublier un patient parfait d'homme que ce n'est pas la première fois quand même qu'un chef d'État meurt comme ça de façon bizarre du côté du Burundi. Oui, je dis ça qu'au niveau du Burundi, quand la première mandature de Nkurunziza, n'est-ce pas, son premier mandat, les gens applaudissent. C'est quelqu'un qui a construit, je crois, plus de, entre 5, je me trompe, peut-être 50 000 écoles lors de son premier mandat. C'était jamais vu. Et il y en a de l'espoir. C'était un jeune. Il avait l'espoir, il sortait franchement de maquis, il a combattu pour imposer un autre paradigme politique au Burundi. Les gens ont cru. Mais les accords d'Arusha, qui vont l'amener au pouvoir, avaient des clauses que vers la fin de son deuxième mandat, il a refusé de respecter. Au point de faire ce forcing de ce troisième mandat. Même si on peut nous opposer aujourd'hui que même s'il a fait des réformes d'ordre constitutionnel, mais ne s'est pas présenté, le verre était déjà dans le fruit avec ce troisième mandat. Donc, tout est possible. Nous sommes dans ces systèmes, et c'est pour ça qu'une fois de plus, je dis souvent, nos États, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas aussi forts que ça. Parce que les autres, s'ils veulent détruire complètement nos États, surtout l'instance fêtière, c'est une question de seconde. Donc, on peut donc valablement dire que, le président Nkurunziza n'a pas pris les précautions sanitaires qu'il fallait, et pour lui, et pour son pays, par rapport à cette vérole qui est en train de faire des dégâts incroyables partout dans le monde. Ce n'est pas seulement une affaire de Burundi. Deuxièmement, la conduite des affaires du pays, avec sa il ne s'est pas protégé lui-même. Non, avec sa mainmise trop lourde sur la suite des événements, a peut-être créé des conditions pour que quelque chose de néfaste puisse se produire, et pour lui et pour sa famille. Mais moi, je pense, en toute sincérité, c'est mon point de vue, je chute par là, que cette question de coronavirus ne doit pas être lue sur, avec une grille de lecture, bien avec des œillères, de type de dire, nous sommes des croyants, parce que Dieu existe, Jésus nous a protégés, lavé de son sang, donc cette affaire ne va pas nous toucher. Ce sont des histoires. Même le Vatican a fermé, même la Mecque a fermé. Ça veut dire que les gens ne savent pas de quoi ça retourne. Dans ce sens, vous répondre, monsieur Ndom. On ne sait pas de quoi ça retourne. Donc on dit, je suis lavé du sang de Jésus, rien ne va m'arriver, machin. Ce sont des histoires. Vous voyez. Ça veut dire que même je ne suis pas pasteur comme monsieur Fangua. Mais même Jésus refuse la tentation du diable. C'est tout dit dans la Bible. Il refuse la tentation du diable. Parce que le diable a essayé de le tenter. Tu dis que tu es Dieu, tu es le fils de Dieu. Jette-toi un peu au haut de cette falaise. Jésus aurait pu le faire. Mais il a dit, attention, ce monsieur qui est en face de moi, je ne le maîtrise pas très bien. Donc je ne peux pas m'aventurer là-dedans. Donc honnêtement, il faut, et c'est ce que j'appelle le pari pascalien souvent, si je vous le dis, admettons même que le corona n'existe pas. Qu'est-ce que nous perdons en appliquant les règles qui sont édictées, c'est-à-dire que les règles de distanciation sociale et les mesures barrières? Rien du tout. Pourquoi? Parce que si, in fine, le coronavirus existe, nous allons, freiner la propagation de la maladie, deuxièmement, nous allons nous protéger. Mais si, à la fin, toujours, cette maladie-là n'existe pas, on n'aura rien perdu d'avoir tout fait pour que nous puissions nous en prévenir. Pour rester en vie. Mais si par malheur, nous n'appliquons pas ces restes de distanciation sociale et ces gestes barrières, si le corona existe, alors tant pis pour nous. Donc, c'est une manière de dire quand même aux Africains. Cette manière de nouveaux évangélistes de dominer l'Afrique, avec une pensée, je dis bien, je pèse mes mots, obscurantistes, il faut balayer cette affaire-là.
C'est inacceptable. Parce que nous sommes dans un monde qui est physique, nous sommes dans un monde qui est fait de choses extrêmement dangereuses. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté et de son peuple pour que vraiment, avant que les choses soient physiques, on ne maîtrise pas un phénomène, au moins, on puisse s'en prémunir. Ah, oui. Il y a un proverbe de chez moi qui dit que cet oiseau-là, le corbeau, n'est-ce pas, c'est par réflexe de survie. Bénécris, jusqu'à peu de quand on parle toujours de Pierre Nkurunziza, finalement, avoir un dauphin devient assez dangereux, en tout cas sur le continent africain, parce que si un temps soit peu, Pierre Nkurunziza avait toujours la même mise sur l'État burundais, à un moment donné, le général Évariste Ndayishimiye ne devait avoir aucun pouvoir à un moment donné. Je pourrais me dire que c'est même le point central de ces débats. Pourquoi? Souvenez-vous que Nkurunziza n'était pas parmi les grands nationalistes africains, il faut le reconnaître. Comme Parfait le disait tout à l'heure, il avait sa façon à lui de promouvoir les nationalismes burundais. Oui. Mais il faut quand même le reconnaître, comme Parfait l'a fait, que le Burundi, c'est un mauvais élève vis-à-vis de l'école occidentale et de l'occidentalisme politique. Pourquoi? Ce monsieur a fait, malgré la pauvreté de son pays, comme on le clame si haut, ça, c'est ce que les autres disent. Hein. Ça, c'est ce que les Occidentaux disent. C'est pas ce que... Je souligne bien, je vais y revenir. Regardez Nkurunziza, il a rendu l'éducation gratuite dans son pays. La maternité est gratuite dans son pays. Vous savez, c'était... on construit des routes avec les mains. Quelques-unes des raisons qui ont fait que Kadhafi soit, n'est-ce pas, massacré par les croisés occidentaux qui ne veulent pas qu'un pays africain puissent, n'est-ce pas, s'émanciper de leur modèle et de leur façon de voir les choses. C'est d'abord une guerre des modèles, des façons de concevoir la cité, et Nkurunziza faisait partie de ceux qui représentaient donc cette contradiction-là au modèle occidental. Ça, c'est de un. De deux, il faut vous rappeler que Nkurunziza est un Hutu. Et il était à la tête d'une rébellion Hutu. Alors qu'en face du Rwanda voisin, un pays où ils sont toujours, n'est-ce pas, en guerre, ils ne s'entendent pas, la suprématie Tutsi qui veut à tout prix imposer les Tutsis dans la sous-région, qu'il s'agisse du Burundi, de l'Ouganda, de la RDC d'ailleurs, qui a réussi, ce sont des Tutsis qui gouvernent. Et l'empire Ima-Tutsi est une conception géostratégique énorme sur laquelle les États-Unis s'appuient pour entraîner l'Afrique centrale tout entière dans les guerres que nous connaissons aujourd'hui. C'est une réalité dont les preuves sont, n'est-ce pas, à ne pas en finir. Donc, il faut déjà regarder cela. Et l'arme absolue que les Tutsis utilisent. Je ne dis pas que tous les Hutus sont des criminels, mais je dis l'arme absolue utilisée par cette façon de concevoir la chose, c'est l'empoisonnement. Et je vous dis que cette arme a décimé la RDC et d'autres pays de la sous-région que j'ai eu l'occasion de visiter parce que c'est un moyen d'assouvir n'est-ce pas, les objectifs politiques. Alors, quand vous regardez minutieusement les conditions dans lequel le président Nkurunziza vient de partir, il y a d'abord un soupçon lié à un coup d'État de palais qui devait avoir lieu bien avant même les élections, la tenue des élections présidentielles. De mai dernier. Très bien. Même quelques années avant, il y a eu une tentative de coup d'État qui a été matée. Bon, regardez le nombre de Burundais qui se sont repliés au Rwanda après la crise de 93 et 2006. Plus de 300 000 Burundais s'y sont réfugiés et Paul Kagame a établi une maison d'accueil qu'on appelle Maison Raphaël, et qui les accueille. Non seulement il les accueille, mais il les donne aussi une formation politique pour que demain, cette frange puisse répartir. Mais seulement, la partie sur laquelle s'appuie, c'est la partie Tutsi. Voilà pourquoi je toujours dit, il faut faire très attention même à la pseudo-croissance économique du Rwanda et même à la figure mythique et mystérieuse de Paul Kagame qui est ni moins ni plus un agent secret de multinationales américaines en particulier pour s'aimer la zizanie, n'est-ce pas, en Afrique et rétrocéder les richesses de Grand Lac dans les firmes occidentales. Donc ça c'est un pan de la question. Deuxième chose, il faut regarder ce que Nkurunziza a fait comme réforme, lui octroyant pratiquement les pleins pouvoirs en tant que
guide suprême du patriotisme. Cela veut dire que le président qui était élu ne serait qu'une marionnette de plus. C'est lui qui continue donc à gérer le pays. Et là, Parfait Ndomla a bien souligné qu'il y a un problème en Afrique lié non pas seulement aux dirigeants africains, le fait de partir sans réellement partir, comme d'ailleurs Kabila au Congo, qui a donné un semblant d'alternance démocratique à Mondovision pour qu'on croie qu'il y a réellement alternance, mais la réalité est sombre. Il tient jusqu'aujourd'hui les manettes du pouvoir en RDC, jusqu'à faire du président de la République actuelle, n'est-ce pas, si pas une marionnette, mais restreindre les manœuvres du pouvoir pour qu'il ne soit pas à même d'implémenter ce pour lequel il a été élu. Il y a des accords secrets, c'est vrai, avec le Burundi et le Rwanda qui ont prévalu à ce qu'ils soient, n'est-ce pas, imposés en RDC. Mais quand vous regardez cette cartographie géopolitique de la sous-région, vous vous rendez bien compte que si l'arme utilisée n'est pas un assassinat politique, vous l'avez vu avec Laurent Désiré Kabila, oui. Il a renié les accords qui l'ont amené à la tête de l'AFDL, qui n'était jamais un parti politique congolais, qui a été créé au Rwanda justement, par des Rwandais. Et on a pris un Congolais pour, n'est-ce pas, tromper l'opinion internationale et dire que c'est les Congolais qui sont à tête, alors que tout était manigancé depuis les États-Unis, via le Rwanda. Et donc, quand il arrive au pouvoir, il se rend compte de la manigance, il dit, mais tiens, ces projets ne vont pas aider la sous-région à se développer. Ça va continuer, n'est-ce pas, à alimenter les circuits que nous combattons en tant que nationalistes pour développer nos pays. Il faut donc que je fasse volte-face. Et quand il l'a fait, il était l'homme à battre. Des Rwandais ont tout fait pour l'abattre. Et ils ont réussi à l'assassiner. Il a été lâchement assassiné, comme nous le savons, et remplacé par un Rwandais qui a été proclamé comme Congolais, puisque le Kabila Joseph, du nom, de véritable nom Kanawis Kanambe, n'est jamais un Congolais. C'est un Rwandais qui a dirigé le Congo pendant 16 ans. Les faits sont têtus, il faut le dire. Et moi, j'ai pris la peine de dire la vérité parce que j'ai un engagement politique qui ne me permet pas de me compromettre. Vous voyez. Donc, ce sont des faits qui se font. Alors, cette guerre-là a fait que le fait que Nkurunziza s'est entêté à faire un troisième mandat était un défi lancé. Non seulement à la communauté internationale, mais surtout à ceux de la sous-région, dont en particulier Paul Kagame, qui voyait d'un mauvais œil la prolongation de son pouvoir. Pendant que lui-même s'éternise au pouvoir, pendant que lui-même chasse les opposants, pendant que lui-même verrouille tous les systèmes, n'est-ce pas, politiques de son pays, mais par contre, il estime que l'autre n'a pas le droit de rester dans son pays, parce qu'à un certain moment, son panafricanisme, Parfait venait de souligner ici la participation du Burundi, n'est-ce pas, la pacification de la Somalie, il a fait un certain nombre d'actions sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir, mais il était une figure gênante, parce qu'il voulait être libre, autonome dans son pays et exercer. Les gestes qu'il a posés récemment, non pas seulement de nier le Covid-19, mais surtout de chasser les personnels de l'OMS. C'est un grand défi. Vous savez, les gestes qui a fait que Kadhafi soit assassiné, ce n'est jamais son nationalisme. C'est l'acte posé par Kadhafi lors d'un discours aux Nations Unies, où il prend la charte des Nations Unies, il jette par terre, déclarant que si c'est là les droits de l'homme que vous voulez nous imposer sur la terre, alors il faut qu'on s'interroge de quel homme vous parlez et de quel droit. Il a, n'est-ce pas, littéralement cité un discours qui a été prononcé par Mobutu en 1963 pour dire que nos pays ne sont pas sous-développés, mais nos pays sont sous-équipés. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour développer nos pays. Les gisements pétroliers, nous avons l'or, l'uranium et tout. Mais l'Occident voit d'un mauvais œil que nous ayons des nationalistes. Et déclare d'ailleurs que les pays africains sont pauvres. Nos pays. Voilà. Alors, donc voilà un peu pour chuter là-dessus. C'était pour dire que Nkurunziza, d'abord, c'était une figure qui n'était pas aimée. Ça, c'est de un. De deux, il aurait pu laisser librement les élections se passer. Et que celui qui devait être élu puisse avoir le plein pouvoir. Déjà, il y a un principe des accords qui se tient, c'est par là qu'il veut chuter. Parce que, il y a le scénario de la Zimbabwe. Vous vous souvenez, avec la mort de... mort de Robert Mugabe. La mort de Robert Mugabe qui a été anticipée par un coup d'État. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait simplement des accords. Parce que Mugabe avait rétrocédé pratiquement le pays aux Chinois. Les accords privilégiés étaient avec les Chinois et un certain nombre de terres ont été confisquées aux multinationales occidentales, dont les Juifs, les Américains, les Français, etc. Donc il fallait tout faire
pour que demain, cette figure ne soit plus là et que certains intérêts soient rétrocédés à ceux qui, n'est-ce pas, tiennent les rouages de l'économie du pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont asphyxié l'économie zimbabwéenne pendant l'époque de Mugabe, mais ils ont signé des accords en parallèle avec des généraux qui ont accompagné Mugabe. Ils ont profité de la faiblesse de l'âge de Mugabe pour faire ces coups d'État. Effectivement, les généraux qui accompagnaient Nkurunziza pendant les pouvoirs avaient déjà commencé à contracter un certain nombre de désaccords avec l'Occident, avec les organisations internationales, dont l'ONU et l'OMS, et vous allez voir la reconnaissance officielle de Covid-19 avec ces généraux. Vous allez voir la ligne qui sera prise, n'est-ce pas, par celui qui va diriger ces pays, sera la ligne officielle que l'Occident veut voir implémentée par les chefs d'État africains. Et ça doit être la cause du décès de Nkurunziza. Je ne pense pas que ce soit Covid-19. Je ne nie pas le fait que Covid-19 ait fait des ravages et existe, mais je pense sincèrement que ce qui s'est passé au Burundi soit un coup d'État de palais qui a été, n'est-ce pas, implémenté derrière un assassinat. Ça peut être un empoisonnement, ça peut être autre chose, mais ce qui est vrai, ça a été provoqué par des gens qui ne voulaient plus voir l'ombre de ces messieurs. André Guissef, quand vous avez suivi justement Dr Benny Chris, on ne va également pas oublier que ces derniers temps, du côté de la RD Congo, il y a pas mal de proches, il faut le dire, de Etienne Tshisekedi, qu'on dit être justement empoisonné. Parce que je reprends les termes justement du docteur Benny Chris, lui qui est congolais. Je vous signale que plus de 20 conseillers à la présidence, les proches plus de 20 personnalités de la République sont en train d'être assassinés. À mon vision. Ça ne fait pas encore 48 heures que quelqu'un d'autre est mort justement. On peut penser également au cas du côté de Burundi. Bien sûr, parce que quand vous devenez gênant, il faut vous éliminer. Ça c'est clair. On est dans la logique de l'élimination, l'empoisonnement, pas seulement au niveau de la RDC. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Parce que ces trois pays quand même, parce qu'il faut bien qu'on se comprenne, ces trois pays sont tellement bien liés. On parle du Rwanda, de la RD Congo et du Burundi. Bien sûr, vous comprenez que... Et des pays qui jadis formaient un seul territoire. Parce que le Rwanda et le Burundi étaient des parties de la RDC. Il y a une montée en puissance du panafricanisme, une montée en puissance de la liberté ou des prises de décision assez importantes. Et vous savez une chose, et c'est pour vous allez retrouver que les deux pays, que ce soit le Congo, que ce soit le Burundi, les deux chefs d'État ont leur foi en Christ. Et vous pouvez comprendre pourquoi cet acharnement autour de ces deux personnalités. Parce qu'aujourd'hui, l'ordre mondial est en train d'éliminer tous ceux qui peuvent montrer un autre visage que ce qu'eux, ils ont décidé dans leur cercle très fermé. Parce qu'aujourd'hui, il faut avouer qu'il y a un programme bien défini. Monsieur Parfendom, le monde n'est pas gouverné par le naturel. Le monde est gouverné par le spirituel. C'est clair. Et c'est ceux qui décident dans les loges qui viennent appliquer au vu et au su de tout le monde. Donc, ce n'est pas une affaire de croyance, mais c'est une affaire qui est réelle. C'est la réalité du pouvoir politique. C'est la réalité du pouvoir dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, venir dire que bon, on attend que le coronavirus aussi fasse des dégâts aux États-Unis parce que tout le monde est sorti aux États-Unis. Mais ça tue des gens là-bas. Non, messieurs. Si. Il n'y a pas eu d'augmentation de taux de contamination du Covid-19 après depuis que les gens sont en train de marcher. Après les émeutes. Plus de morts pendant qu'ils étaient confinés. Donc, vous comprenez moins de morts pendant que les gens sont non confinés. Donc, confinés. Donc, vous comprenez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, monsieur. Donc, il n'y a rien. Écoutez très bien. Nous avons vu les États-Unis dehors. Il n'y a pas eu de taux d'augmentation de contamination du Covid-19, alors qu'ils étaient confinés hier et il y avait des morts. Non, mais tout à l'heure, j'ai causé avec mon frère qui est aux États-Unis, qui m'a dit que les activités reprennent déjà. Mais je dis, on a ouvert New York, ne vous inquiétez pas. On a ouvert New York, qui est la capitale économique. Mais subitement, la vie a repris un cours normal aux États-Unis. Oui. Subitement. À cause d'une émeute. Donc, il y a une tromperie sur la marchandise. Non. Oui, mais monsieur, il y a une tromperie. On va me donner l'occasion de parler. Nous pensons aujourd'hui qu'il ne faut pas se leurrer. Covid-19 est une maladie fabriquée dans les laboratoires. Et c'est une bombe bactériologique où on injecte à qui on veut. Ça, il faut se le dire clairement. Parce qu'on a vu en Italie ceux qui mouraient. On a vu en France ceux qui mouraient. Vous comprenez un peu. Et la plupart... Et aux États-Unis, ceux qui mouraient, 93% des personnes, vous le savez d'ailleurs, sont des Noirs. Qui meurent aux États-Unis. Il y a un programme d'élimination des personnes. Non, il y a une explication scientifique. Non, monsieur. Non, monsieur. On va revenir avec vous. Et en Europe, ce ne sont que des hommes qui ont des qui coûtent cher inutilement aux États. Donc, vous comprenez revenons sur le sujet. Nous revenons sur notre sujet. Donc, ça veut dire quoi? Monsieur Tshisekedi,
enfant de Dieu né de nouveau. Monsieur Nkurunziza, enfant de Dieu né de nouveau. Donc, c'est deux personnalités qui ne cadrent pas avec la logique mystique. Vous comprenez un peu, de l'ordre mondial est établi. Donc, il faut les dégager du territoire. Parce qu'aujourd'hui, M. Nkurunziza a posé cet acte pour leur dire que, mais non. Et la preuve en est qu'il y a eu le taux de contamination au Burundi? Disons-nous la vérité. Est-ce qu'il y a eu Covid-19 comme c'est dans d'autres pays, même dans notre propre pays, le Cameroun, comme les chiffres sont truqués, comme les chiffres sont vendus maintenant, ton père meurt d'insuffisance rénale ou bien de ceci, c'est Covid-19. Même si quelqu'un s'est suicidé, on va dire coronavirus. Mais écoutez, arrêtez ce mensonge, monsieur Ndom. Nous pensons aujourd'hui que... Qui a non, il supporte ces gens pour dire que nous les hommes de foi, nous les hommes de foi, nous ne devons... Patient Parfait d'homme, je reprends les termes de Patient Parfait d'homme pour que on revienne dans le débat. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. C'est pas lui qui dit. Est-ce que je vais le louper? C'est une façon de dire... C'est une façon de dire... Alors, revenons sur le sujet. C'est une façon de dire... Oui. Monsieur Nkurunziza a sûrement commis des fautes. Mais nous pensons aujourd'hui que Nkurunziza était dans une bonne direction, c'est-à-dire de nationaliser, de signer des contrats avec qui il veut et comme il veut. Parce que le problème, l'un des problèmes majeurs, vous savez que c'est dans le domaine du transport, que ça soit passer par le Burundi est le chemin le plus court pour certaines affaires. Mais il a fermé son pays. Il a dit, ça ne peut pas passer par ici. Vous savez que le trafic d'armes, pour alimenter justement le Congo, pour alimenter justement le Rwanda, le chemin le plus court, c'est le Burundi. Il a dit, mais non, ça ne se passera pas comme ça. Et c'est sûr qu'il, en tant que militaire, sûrement avait demandé peut-être une grosse commission ou bien quelque chose. Mais il dit, et il a toujours dit, le Burundi ne sera pas une base arrière pour les déstabilisations des États, que ce soit le Rwanda, que ce soit... les États du Grand Lac. Malgré que Kagame ne cessait d'accuser le Burundi d'être... de jouer le mauvais jeu. Et le Burundi aussi le rappelait toujours à Kagame que mais, tout le mauvais jeu que tu joues dans la région des Grands Lacs, on est connu autour de tout le monde. Tout le monde sait que, comme l'a expliqué tout à l'heure Bénécris, c'est un espion. Monsieur Kagame n'a jamais été un panafricaniste. C'est quelqu'un qui est là au service de l'impérialisme, au service des réseaux américains et tout le reste. Donc, aujourd'hui, quand nous regardons la mort de Nkurunziza, nous ne pouvons que établir clairement que c'est un assassinat. Ça, c'est une élimination. Moi, je ne vais pas passer par 4 mots. On a éliminé. Et d'ailleurs, vous avez expliqué. Déjà parce que c'est lui qui a voulu ça ainsi? Non, pas parce que c'est lui qui a voulu cela ici. Vous savez, vous pouvez tellement aimer votre pays, et qu'aujourd'hui, il faut également savoir partir. Justement, il faut savoir partir également. Mais je crois que les signaux étaient déjà là pour qu'ils comprennent que certains ne veulent plus de lui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tous les réseaux, parce que c'est la même chose, et Bénécris l'a très bien expliqué avec le cas du Zimbabwe. Ces généraux, vous savez qu'ils venaient d'essuyer d'un coup d'État. Et un coup d'État ne se fait pas, ce n'est pas une imagination d'un seul individu. Ça veut dire qu'il y a un collège, ça veut dire qu'il y a les services de renseignement sont même au courant de ce qui se prépare. Donc, il était le seul, peut-être, était encore naïf de croire que tout son entourage était encore avec lui. Heureusement, lui-même avait parce déjà... qu'il présentait déjà sa femme comme étant son dauphin. Non. Je pense que le président Nkurunziza avait une logique. Il voulait être là. Il ne voulait pas partir. Il voulait rester toujours aux commandes, malgré qu'il n'était plus président de la République. Donc, en fait, il voulait établir une royauté au Burundi. Donc, il peut avoir un premier ministre comme en Angleterre. Ce n'est pas une mauvaise chose. En Angleterre, ça se passe comme ça. Vous comprenez un peu? Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui va nous dire que c'est une mauvaise chose. En Angleterre, il y a une reine qui est là à Vina Aeternam. Et il y a un premier ministre qui gère. Donc, on pouvait avoir le guide suprême du Burundi et avoir un président de la République. Donc, c'est toujours les mêmes choses. Parce qu'en fait, à un moment donné, on a l'impression que les Africains, sur le continent africain, il n'y a pas une réelle politique de remplacement. Prenons le cas, par exemple, avec la Russie, avec Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev. Un est devenu président, l'autre est devenu son premier ministre. Plus tard, l'autre est devenu président et l'autre est devenu premier ministre. Quand même, quand ça arrive sur le continent africain, on trouve que c'est une banalité. D'abord, écoutez, nous sommes en Afrique, nous sommes face à des jeunes États
qui sont le fruit, il faut le dire, de la décision de la conférence de Berlin, si on peut le dire ainsi, et qui ont charcuté nos États au point de faire de nos États, en réalité, des États qui n'ont aucune homogénéité sur le point de vue à la fois anthropologique et culturel. Bon, ça on peut bien le comprendre. Tout à l'heure, Bénécris revenait sur la constitution de ce Tutsi-land, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas dans le Grand Lac. J'ai été en Angola, j'ai échangé avec des experts sur ces questions-là. Parce que quand on regarde ce qui se passe entre le Rwanda et le Burundi, si on peut revenir brièvement sur ces deux pays frères d'ailleurs. Hein. En réalité, c'est presque la même communauté que vous retrouvez dans l'un pays dans l'autre. Ou dans l'autre. Alors, vous avez les Tutsis qui sont minoritaires et au Rwanda et au Burundi, mais qui ont reçu le forcing de prendre le pouvoir au Rwanda. Malheureusement, au Burundi, c'est toujours les Hutus qui sont au pouvoir. Mais les Hutus, les Tutsis s'estiment un peu lésés depuis le temps de la colonisation. Je vous dis d'abord que le concept Hutu, Tutsi a été créé de toutes pièces par la colonisation belge. Il ne faut pas l'oublier. Les Tutsis, on en trouve en Éthiopie, au Rwanda, au Burundi, à Aïe de Congo, en Ouganda, au Soudan. Peut-être que je ne sais pas été exhaustif. Pourquoi ces gens se disent, nous ne pouvons pas être dans tous ces différents pays, être mis en minorité de la manière la plus violente. Mais en RDC, c'est après. Vous voyez. Donc, à partir de ce moment-là, oui, avec les Balamouyengue et tout ça. Les Balamouyengue ne sont pas originaires du Congo. Mais bien sûr, je dis qu'il y a un exode, n'est-ce pas, de peuples. On se comprend. Bon, voilà. Ils disent on ne peut pas. Donc, il faut qu'on trouve une manière d'avoir une autonomie qui correspond à notre ethnie. Donc, tu vois bien que diviser pour mieux régner, au point de vue de la philosophie. Donc, ça peut s'expliquer qu'il y a cette volonté peut-être de Kagame de vouloir le faire. Mais ça va être très difficile parce que nos États sont ce qu'ils sont. Et que sur le plan culturel, on avance. S'il y a des mariages ethniques, si on peut les appeler comme ça, qui sont en train de construire de nouvelles nations, qui ne respectent plus le code échevelé de fait que je suis Bassa, Betty, quoi que ce soit. En fait, nous allons vers la formation de véritables États, de véritables nations africaines. Mais passons, ce n'est pas ça que... Pour le cas de Mugabe, non, il faut être sérieux. Cette affaire de dire que les généraux ont signé des contrats qui vont remettre aux Occidentaux, vous voyez ce qui arrive à Nangagwa. Le Zimbabwe est toujours sous sanction. Pourquoi? Parce que Nangagwa, justement, reste dans la digne pur dure de son père. Voilà, donc c'est ça, c'est une fabrication de Mugabe, vous savez très bien. Il se retrouve en prison et c'est Mugabe qui lui donne qui lui met les pieds à l'étrier sur le plan politique. Donc Nangagwa n'est pas un homme de l'Occident, contrairement à ce qu'on peut être en train de penser. Non, pas du tout. La preuve, les Zimbabwe subit toujours. Actuellement, la monnaie a tellement dépéri. Les sanctions, pas possible. On ne sait même pas combien du parti. On ne sait même. Oui, du parti. C'est le parti qui a compris à un moment donné que Mme Grace Mugabe en faisait trop. C'est le jeune secrétaire qui était arrivé là, au moment où... On l'a présenté comme étant la dauphine du chef de l'État Mugabe. Mais plus grave, elle-même, elle s'est dit, Mr. President, give me your job. Mais les gars ont dit, attention, on n'a pas fait la révolution pour que ça n'a fait de famille. Ok? Bon, mais c'est ce qui se passe au Burundi. Donc, au Burundi, puisque Fango tout à l'heure, il parle bon, pour les États-Unis, une seconde. Toutes les maladies, tous les virus ont un cycle de vie. Il y a des moments où ça commence, la courbe monte, atteint un pic, et puis il y a une décroissance. C'est pour ça que dans la maladie, on avait mis 3 étapes. On avait dit, attention, il y aura l'étape de contamination à basse échelle. Après, on va passer à l'étape orange, ça va appeler contamination communautaire. Après, peut-être l'étape vert où la maladie va flamber. Mais à un moment donné, à cause je ne sais pas, la science ne peut même pas encore expliquer ça correctement, mais il y a une décroissance, n'est-ce pas, du taux de contamination. Ça, c'est ce qu'ils disent toujours. Et la science, c'est toujours cette science-là, le font de savoir d'ailleurs sur le continent africain. Arrêtez de faire le marchandage du programme de l'OMS. Ce n'est pas spécifique au coronavirus. C'est spécifique à toutes les maladies. Donc c'est une donnée scientifique qui peut être vérifiable. Ce n'est pas un truc qui sort de la... Dieu est le premier scientifique. Premièrement. Deuxièmement, je dis et j'insiste. Dieu est le premier scientifique. André Kisafanga, laissez Passion Parfait de terminer. Tout à l'heure, on nous a parlé de Tshisekedi, mais Tshisekedi est bon again peut-être. Mais il y a aussi Tshisekedi devant les grands sorciers, avec des cornes, des buffles et des trucs sur la tête. Tu as vu, avant qu'il ne prenne le pouvoir.
Ça fait. Donc c'est un type plus ou moins hybride qui a le jour sur les bonnes gaines et la nuit il rentre chez ses ancêtres. On ne sait pas qui la façon même dont il est parvenu au pouvoir voilà. est floue. Donc tout est flou là chez ces gens-là. Je dis et je répète à mes frères que il y a une tendance de plus en plus de certains intellectuels et hommes de médias africains et camerounais précisément de rejeter la science. C'est une erreur. C'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. La science occidentale. Il n'y a pas de science occidentale. La science, c'est la science. 1 plus 1 égale 2. Cela est valable dans toutes les cultures. C'est pas les mathématiques de Dieu, ça. Écoutez, cette affaire de Dieu là, il faut, et là aussi, il faut qu'on fasse attention. Oui. Voilà. Mais non, il faut qu'on Messieurs, on a un sujet. On a un sujet. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. C'est le Kourouziza. C'est le Kourouziza qui est la mais question. j'en viens, parce que ce nouveau bon africain, bon again africain, il commence à nous casser les couilles, excusez-moi le terme. Ton Dieu, le Dieu de ton arrière-grand-grand-parent n'était pas le Jésus. Alors, mais on ne peut pas rester Jésus aujourd'hui parce que ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Il faut qu'on prenne, là où nous sommes aujourd'hui, sur le point de vue de la spiritualité, ce qui est positif et que nous puissions avancer. Mais ne nous ramenez pas, attendez, monsieur, avec notre spiritualité africaine, on a produit quel résultat? Une seconde, monsieur, tu es vivant. Tu es vivant, c'est le résultat. Le fait que tu sois vivant, tu serais mort depuis, puisque cette spiritualité, tu l'as niqué, il n'y a rien là-dedans. Donc moi je ne suis pas dans cette disposition d'esprit. Je dis c'est votre droit le plus absolu. Voilà, il faut qu'on fasse attention. La science, c'est la chose que nous devons domestiquer. On a vu, pendant cette crise de coronavirus, le génie des Africains, des jeunes Camerounais, ils ont proposé des solutions scientifiques pour nous aider, n'est-ce pas, à stopper ou bien à ralentir la propagation de cette maladie. C'est le génie, on a vu comment le cerveau des jeunes Africains a parlé, a tonné, n'est-ce pas, de toute sa splendeur. Il faut que nous insistons à dire aux enfants, allez domestiquer la science. Il faut qu'on domestique la science. Si nous ne domestiquons pas la science, nous allons rentrer dans les rêveries d'une Égypte antique ou bien des vaudous de Bénin. Donc on continue de voir qu'aujourd'hui, sans l'apport de la science, ils n'iront pas très loin. Donc ce qui s'est passé, ou bien ce qui se passe, et je l'ai dit, Bénécris a insisté, c'est la gestion du pouvoir. Vous êtes au pouvoir pendant un temps déterminé. Alors vous me dites que Nkurunziza a été empoisonné peut-être par son entourage. Ça veut dire qu'il avait déjà un problème avec son propre entourage, qui n'est rien d'autre que les gens de son propre parti politique. Tout le monde est d'accord avec vous. Les gens de son propre parti politique. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous savez, quelqu'un qui a réussi, ce n'est pas quelqu'un qui reste éternellement. C'est celui qui s'est passé le témoin pour que son œuvre continue. Et c'est ce qu'il faut dire à nos dirigeants. Mais vous êtes d'accord? Nos dirigeants qui s'éternisent au pouvoir, c'est un problème. Ceux qui partent sans partir, ce n'est pas seulement le cas de Ouattara, parce que quand c'est le cas de Ouattara, tu t'en donnes à cœur joie. Mais il faut aussi t'en donner à cœur joie quand certains qui ne sont pas Ouattara, mais qui sont sur notre continent, font exactement la même chose. Il faut être cohérent, mon cher Christelle. Sinon, on va penser que c'est un harcèlement, n'est-ce pas, qui ne dit pas son nom contre certains présidents, chefs d'État africains. Donc moi je pense que ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, qu'on le prenne de n'importe quel côté qu'on veut bien, c'est un problème, qui concerne le fait que quand nous sommes face à un phénomène nouveau, c'est un dicton qui dit que quand l'absurdité commence à vous tuer, il faut vous occuper de l'absurdité. Quand nous sommes donc face à cette difficulté, excusez-moi une seconde, il faut que vraiment... Bon, quand il s'agit de l'Occident, à un moment donné, ce n'est pas l'absurdité. Je vous rappelle que Vladimir Poutine, jusqu'à preuve de contraire, a allongé la Constitution. Il est encore au pouvoir jusqu'en 2035. Oui. Sur le plan géopolitique, ça peut s'expliquer. Mais pas en Afrique. Quand c'est l'Afrique, ce n'est pas normal. La Russie, je n'ai pas fini. Laissez-moi, tu m'as posé une question. Je vous pose la question. Oui. La Russie n'est pas le fruit des accords des gens qui sont assis à Berlin en 1884. Ils ont dit que moi, je prends le Cameroun, toi, tu prends. Attention. Ce n'est pas ça la Russie. La Russie, c'est un peuple qui a une histoire, qui a une culture, et qui a eu à avoir un empire qu'on appelait ça, on peut l'appeler ainsi, l'Union soviétique, qui a été morcelé après la chute du mur de Berlin. Oui. Il y avait donc une volonté de revanche de la part des patriotes russes de dire il faut qu'on redonne de la splendeur à notre pays. Et on a vu que quand Poutine est arrivé, c'était une fabrication justement des nationalistes russes qui étaient dans les services de renseignement et d'autres organisations de la société russe. Ils ont dit il nous faut quelqu'un qui a la poigne, qui va nous permettre de relever le visage de la Russie dans le monde. Et avec Poutine, l'ont eu. Sauf que quand Poutine a eu le jeune Medvedev, il a essayé de
de débriefer, et puis bon, il lui a cédé le pouvoir. Il a dit, il faut que fasse attention, je crois que c'est eux qui ont décidé ça. Mais c'est le problème, hein, à la limite. Mais c'est sur Medvedev qu'on va tuer Kadhafi, ne l'oubliez pas. C'est sur Medvedev que Barbeau sera bombardé, ne l'oubliez pas. Ok? Vous avez vu le retour de Poutine? La Syrie. Sans Poutine, il n'y aurait plus de Syrie aujourd'hui. Bachar ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut savoir lire, n'est-ce pas, la dimension géostratégique de certains États. Mais nous, en Afrique, nous sommes des petits États en construction qui ont subi 5 siècles d'esclavage. Qui ont également une culture. Un siècle de colonisation. Oui, mais notre culture, justement, venons-en. Notre culture, venons-en. Ce n'est pas une culture où quand quelqu'un arrive par les armes. On va finalement faire l'émission seul. Non, quand par les armes au pouvoir, s'impose à son peuple ad vitam aeternam. Comme Mobutu a essayé de le faire. Il faut savoir passer les témoins, surtout aux gens avec qui tu es arrivé au pouvoir et que tu as construit le Burundi dont tu rêves. Cette affaire de nos chefs d'État qui veut jouer, qui veut être des monarques, des rois, à la place des rois, c'est un problème. Alors, mais quand en Angleterre, il y a une reine, je m'en fous de l'Angleterre, je te parle du Burundi et de l'Afrique. Ne me parle pas de l'Angleterre. On va revenir avec vous. Nous sommes dans deux réalités différentes. On va revenir avec vous dans un instant. C'est deux cultures différentes. Je vais dire bonjour au docteur Issoba, qui est là ce matin, enseignant de droit. Bonjour, bienvenue à vous, docteur. Bonjour à tous les téléspectateurs de DBS, bonjour à vous et bonjour aux autres copanélistes avec moi sur ce plateau. Justement, moi j'ai besoin de vous poser une question, vous, en tant qu'homme de droit. C'est quoi un coup d'État? Oui, un coup d'État, c'est un coup porté à la démocratie. C'est-à-dire un coup d'État, c'est une manifestation des gens organisés pour mettre en place une structure de destruction des institutions de l'État. C'est-à-dire que le coup d'État est généralement attribué aux militaires, c'est-à-dire aux républicains, c'est-à-dire ou à l'armée républicaine, pour justement mettre en place, mettre de côté le régime qui est en place et prendre le pouvoir, l'exercer dans le but justement de le transférer aux civils. Parce que si nous prenons notre régime politique, nous sommes un régime civil. Donc même si aujourd'hui on a fait un coup d'État, il faudrait songer à le passer aux civils parce que les militaires ne sont pas censés diriger le sommet de l'État. Jusqu'à preuve de contraire, est-ce que parfois dans les coups d'État, certains qui font souvent les coups d'État, est-ce que ça permet parfois de développer un pays, de changer carrément de paradigme? Ce qui veut pouvoir indiquer, c'est que l'armée aujourd'hui doit se comporter comme une armée républicaine. C'est-à-dire que quand il y a un coup d'État, cela veut dire que la dictature en place est remplacée par des mécanismes institutionnels. C'est-à-dire que le coup d'État, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vrai que ça rompt le principe de la démocratie qui voudrait que celui qui soit à la tête du pouvoir de l'État puisse être élu, c'est-à-dire que passe par la dévolution du pouvoir à travers le peuple. Mais le coup d'État, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, rompt dans le principe de la démocratie et parfois, c'est une très bonne chose si les militaires ont l'esprit républicain, ils estiment qu'après avoir fait le coup d'État, il faut restituer le pouvoir aux civils. Est-ce qu'un coup d'État peut passer par un empoisonnement par exemple? Mais bien entendu, le coup d'État est stratégique. Parfois, c'est de pure opportunité. C'est-à-dire que si on arrive à passer forcément par les armes, on peut utiliser d'autres moyens, un peu comme l'empoisonnement que vous évoquez. Messieurs, vous êtes également au courant de la mort de Pierre Nkurunziza depuis le lundi dernier. Bien entendu. Votre réaction là-dessus? Très bon footballeur. Je l'ai vu jouer au ballon et j'ai essayé de voir. Il joue au ballon, mais il y a un certain nombre de règles qui sont posées. Il doit marquer le but. S'il ne marque pas le but, vous allez jouer pendant 2 jours. Et si intensément vous lui touchez le pied? Ouais, alors là, si vous faites un tacle irrégulier, d'ailleurs, quand il a le ballon, l'adversaire doit se mettre à moins d'1 mètre. C'était ça le principe. Quand il a le ballon, l'adversaire fuit. Et il doit automatiquement marquer et systématiquement marquer. Sinon, vous allez jouer pendant 5 jours. Messieurs, on va revenir sur le sujet de Pierre Nkurunziza. C'est juste pour essayer de détendre l'atmosphère. J'espère que tout le monde va bien. Ouais. D'accord, ok. Mais je pense que c'était à moi de parler, hein, parce que la table est circulaire. Hein. La table est circulaire. Il doit absolument me répondre. Je ne veux pas répondre à Parfait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le monde est dans une phase qu'il faut le comprendre. Et si vous n'avez pas les yeux et les oreilles spirituelles pour le comprendre, vous serez déphasé. Déphasé pourquoi? Parce que quand l'Union européenne a un projet actuellement, c'est de faire le forcing de l'homosexualité.
dans le monde actuellement. L'Union européenne a reçu des financements. Aujourd'hui, on va vous imposer l'homosexualité. C'est-à-dire les hommes doivent se marier dans tous les États du monde. C'est-à-dire de tous ceux qui ont, par exemple, l'Union africaine qui est financée à 72% par l'Union européenne. On va imposer à tous les États de l'Union africaine, monsieur, vous légalisez l'homosexualité. Donc, vous comprenez que les gens sont dans leur logique de propagation de leur virus. Vous comprenez un peu? Ça, c'est un virus satanique. L'homosexualité est un virus satanique. Donc, si on ne prend pas position, si vous n'avez pas les yeux pour voir ça, vous allez continuer à vous dire, non, la science, n'est-ce pas? L'Europe nous dit que c'est de la science, c'est-à-dire l'homme est libre, l'homme peut faire tout ce qu'il veut. Nous pensons aujourd'hui que le monde, notre Afrique, avec la mort de Nkurunziza, quand ça se passe ailleurs, c'est la démocratie. Monsieur Bill Clinton a été président des États-Unis, sa femme a été secrétaire d'État et candidate à l'élection présidentielle. Elle était même presque à la porte de la Maison Blanche. Ça n'a pas causé de problème au monde entier. C'est-à-dire, là, le pouvoir n'était pas sexuellement transmissible. Mais quand c'est en Afrique, on dit que non, c'est sexuellement transmissible. C'est-à-dire, un président ne peut pas déguer de pouvoir à sa femme. Vous comprenez un peu? Mais quand c'est Bill Clinton, les Américains, c'est bon, c'est une bonne chose. Quand nous venons encore, quand nous regardons tout ce qui se passe aujourd'hui, quand vous regardez en France, Monsieur Hollande, ex-époux de Ségolène Royal. Ségolène Royal, ils ont 4 enfants, hein. Oui, donc, mais ils sont pas mariés officiellement. Ça, écoutez, bon, accompagnés, disons qu'ils compagnent. Elle a été candidate à l'élection présidentielle en France. Le mari a été chef d'État et la dame a été candidate jusqu'à être en pole position. PS, oui. Donc, en pole position. Ça n'a pas causé de problème. Vous comprenez un peu. Quand M. François Hollande est de Corrèze, je crois bien, et Jean Chirac est aussi de Corrèze. Donc, ils sortent de la même... du même village. Ça ne cause pas de problème. C'est-à-dire, un fils du village prend et l'autre aussi vient reprendre. Ce n'est pas un problème. Mais quand ça arrive en Afrique, on dit non. Quand Kadhafi a dit « Je ne suis pas président, je suis guide suprême de la révolution », c'est-à-dire une affaire qui ne concerne pas de démocratie, ça a causé de tollé. Pourquoi en Angleterre, il y a une reine vina aeternam? Ça ne cause pas de problème au monde entier. Mais quand ça arrive chez nous, c'est un problème. Quand Bokassa s'est autoproclamé empereur, on a dit qu'il mange maintenant la chair humaine. C'est des mélanges pas possibles. Non, bon, on va revenir avec vous. Revenons sur le sujet. Donc, je chute en disant simplement une chose, n'est-ce pas? Oui. Quand certaines choses se passent en Afrique, on dit que ce n'est pas de la démocratie. Mais quand la même chose se passe en Europe, on dit que c'est la démocratie. Donc, Nkurunziza, aujourd'hui, meurt parce que simplement, il a voulu partir sans parti. Et bon, effectivement, il y a un peu de mélange, parce que quand on parle de dévolution du pouvoir, c'est un programme politique établi avec des règles de jeu, par exemple une élection au cours de laquelle le peuple doit se prononcer. Oui. Mais quand il faut imposer un candidat, ça, ce n'est plus la démocratie. Donc la contradiction qui se pose ici, c'est un problème... La démocratie selon l'Occident. Selon l'Occident. Non, la démocratie dans ses principes. Non, selon l'Occident. Mon ami, la démocratie, attends, laissez-moi finir. Il ne faut pas oublier, j'ai fait ce débat avec des panafricanistes qui pensaient que la démocratie à l'africaine existait. Dit, monsieur, ne vous trompez pas, la démocratie est née à Athènes, en Grèce. C'est une invention occidentale. Que vous le voulez ou non, si vous voulez vous en approprier, commencez d'abord par accepter que ce système est né et conçu par des Grecs, donc par des Occidentaux. Ça, c'est un faux débat. Revenons au sujet. Monsieur Nkurunziza, comme je le disais tout à l'heure, a eu des aveux avec les gens qui l'ont porté au pouvoir. Souvenez-vous qu'il était un simple professeur d'éducation physique, hein, avant qu'il ne soit porté à la tête de la rébellion Hutu, dans le maquis. Ce sont des généraux qui l'ont mis là. Donc il y a eu des clauses qui ont été établies, selon lesquelles, après un certain nombre de mandats, il faut transférer les pouvoirs. C'est la même chose qui a mené Kabila à la mort, hein, parce qu'il n'a pas respecté les clauses qui ont été établies dans leur maquis quand ils ont planifié la chute de Mobutu. En fait, pour eux, ils ont planifié, mais en réalité, ils ont juste implémenté un projet impérialiste qui venait de Washington. Qu'il faut renverser Mobutu, il devenait gênant parce que Mobutu commençait à nationaliser toutes les compagnies qui existaient. Donc l'État devait avoir un droit de regard, et plus il avait un droit de regard, plus il comprenait les manigances des Occidentaux, comment ils manipulent l'Afrique, comment ils font tout pour que l'Afrique ne se développe pas. Paradoxalement,
ayant compris tout cela, lui-même s'est versé dans la gabégie et n'a pas développé un système qui pouvait aider les Congos à se mettre debout. Donc c'est ça un peu le drame du roi nègre. C'est la même chose au Zimbabwe, comme je le disais. Mugabe, à un certain moment, a compris qu'il ne fallait plus léguer les pouvoirs à ses généraux, il fallait imposer sa femme. C'est ce que Nkurunziza a fait. Nkurunziza voulait imposer Pascal Rwabenda, le président de l'Assemblée nationale, pour qu'il puisse implémenter un autre projet politique d'ouverture, parce qu'il n'était pas militaire. Et cela n'a pas plu aux généraux qui l'ont porté au pouvoir, qui certainement ont planifié son départ. On va également oublier que son remplaçant, c'est un général, le général Evariste qui n'était pas le choix premier de Nkurunziza. Parce que quand ils ont fait les réunions du parti, Nkurunziza, le président, a choisi le président de l'Assemblée nationale, un civil, pour le remplacer, pour être candidat du parti. Donc Nkurunziza lui-même avait déjà des élans d'ouverture. Parce qu'il voyait il avait une certaine projection. Il sentait qu'avec cette politique qu'ils ont menée depuis 15 ans, ça pouvait que de plus en plus, n'est-ce pas, réduire les Burundis à un état éloigné du reste du monde. Il fallait quand même ouvrir un peu le jeu. Il fallait à un moment donné laisser comme les Burundais respirer. Parce qu'avec 300 000 Burundais en exil, avec 400 000 Burundais en exil, avec beaucoup de Burundais qui sont à l'intérieur du pays, peinent à manifester. Tous les opposants, pratiquement les activistes, sont chassés du pays. Donc il y avait quand même une main de fer dans l'exercice. Et il sentait que ça, ce n'était pas à long terme pour le bien de ces pays. Et donc pour chuter, j'allais dire ici tout à l'heure, à Parfait Ndome et à André Fanga, il ne faut pas oublier ceci. L'histoire, moi je crois que l'histoire suit une courbe cyclique. L'histoire est partie, paradoxalement, ce que les Occidentaux veulent nous faire croire, l'histoire est partie de l'Afrique. Parce que c'est l'Égypte antique qui conçoit et qui lègue à l'humanité la première forme de gouvernance sociétale. C'est l'Égypte. Nous en avons avec les merveilles que nous en avons. Après l'Égypte, il y a aucun peuple qui a régné aussi longtemps que l'Égypte antique. Parce que l'Égypte antique avait un certain nombre de valeurs humanitaires, humanistes, qui ont perduré leur pouvoir, qui ont fait perdurer leur pouvoir dans les temps que l'Occident aujourd'hui ne tient plus en compte, par exemple. Parce que ces pouvoirs-là avaient un soubassement spirituel. Que le terme approprié, c'est la cosmogonie. Mais c'est clair, c'est de la spiritualité à la base. Donc, aucun pouvoir politique ne peut exister ni s'exercer dans une cité sans un soubassement spirituel. Ça n'existe pas. Parce qu'un pouvoir d'État, c'est un trait d'union entre le vivant et les morts. Et là, c'est automatiquement une dévolution spirituelle. Je vous donne l'exemple. Quand vous naissez, on vous donne un acte de naissance. Quand vous mourrez, on vous donne un acte de décès. Ça veut dire qu'on continue de vous gouverner même dans la tombe. Donc ça, c'est le paradoxe de la politique. Enfin, excusez-moi, moi j'ai fait la science politique. Hein. Donc pour chuter, Steve, je disais que cette histoire qui est partie de l'Afrique a été récupérée par l'Orient, avec les empires comme la Syrie, le Médo-Perse, etc., la Babylonie. L'histoire continuait et partie en Europe avec la Grèce, la Rome, etc., etc. Mais paradoxalement, avec les projections des géopoliticiens occidentaux, ils savent que l'histoire est cyclique et forcément, avec le déclin des États-Unis d'Amérique, l'histoire va se réécrire en Afrique. Ne prenez pas les Lumumba comme des aventuriers quand ils vous disent que l'histoire de demain ne sera pas écrite à Washington, ni à Paris, ni à Bruxelles, sera écrite en Afrique et par les Africains. Ça, c'est des vérités tangibles de l'histoire. Donc, ces gens-là sont dans un programme de décimation de Noirs. C'est approuvé et attesté avec les programmes de Carnegie aux États-Unis, l'eugénisme pour décimer la population noire. Ne prenez pas au hasard le fait que le coronavirus touche de plus en plus les Noirs. Nous partageons tous le même plage. Nous partageons tous la même réalité. Comment vous pouvez me dire que seulement la race noire soit plus touchée? Scientifiquement, c'est impossible. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Dr Issoumba. Dr Issoumba, c'est quoi concrètement la démocratie? Parce que moi, j'ai bien besoin de savoir. C'est Abraham Lincoln qui disait que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais c'est une définition qui n'est plus d'actualité. La démocratie, c'est quoi? C'est le gouvernement exercé par la majorité sous le contrôle de l'opposition avec l'arbitrage du peuple. Voilà aujourd'hui la définition actualisée de la démocratie. C'est-à-dire, la démocratie, c'est quoi? C'est un gouvernement qui est majoritaire, qui dirige, sous le contrôle de l'opposition,
qui peut être structurelle ou conjoncturelle, et maintenant sous l'arbitrage du peuple. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que puisque le peuple est l'émanation du pouvoir, c'est le peuple qui va, au dernier moment, lorsque la majorité va se jouer contre l'opposition, c'est le peuple qui va déterminer pour voir s'il faille reconduire les dirigeants qui étaient en place ou alors procéder à leur changement. Donc c'est la raison pour laquelle la démocratie a ceci de particulier que elle permet, lorsqu'elle est mise en œuvre, de mettre en branle l'élection. Et l'élection a 3 missions, c'est-à-dire que d'abord changer les dirigeants en place, ça c'est la première. Maintenant, assurer la stabilité de l'État, parce que l'élection permet d'assurer la stabilité de l'État. Et aussi, enfin, l'élection permet de sanctionner les dirigeants dès lors qu'ils n'ont pas pu accorder ou apporter au peuple les résultats escomptés. Donc, voilà ce qu'on peut dire de la démocratie. Donc, on dit généralement que la démocratie, c'est la majorité, mais sous le contrôle de l'opposition, afin que le pouvoir, ou du moins le peuple, qui regarde le jeu démocratique entre les gouvernants et l'opposition, puisse donc au moment venu choisir quels sont les meilleurs dirigeants qu'il voudrait bien Mais avoir. il faut souligner que c'est le plus mauvais des systèmes qui existent sur la Terre. Pardonnez-moi, est-ce que l'Afrique... C'est le plus pire. Béni, vous n'avez pas la parole. Docteur, est-ce que l'Afrique peut forcément avoir une autre forme de démocratie? Ce serait un peu compliqué. Je voudrais revenir un peu très simplement sur la nature de notre régime politique. Vous savez que nous, les doctrinaires, nous avons pris 2 jours à se poser la question de savoir quelle est la nature du régime politique camerounais. On est parti que c'était un régime parlementaire parce qu'il y a les mécanismes de dissolution et d'engagement à la responsabilité politique. On est parti que c'est un régime présidentiel parce que nous voyons que le président est politiquement irresponsable et il est presque à la fois chef du gouvernement et chef de l'État, parce qu'on voit que le Premier ministre est pas un peu, mais théoriquement chef du gouvernement, parce que c'est le président de la République qui le nomme et qui nomme les autres ministres. Voilà. Et maintenant, on peut estimer que le régime politique camerounais est un régime présidentialiste, parce qu'en réalité, tous les pouvoirs de l'exécutif sont concentrés entre les mains du président, et même, il a une influence notable sur les autres organes de l'État. Par exemple, dans ses rapports avec le législatif, il nomme 30 sénateurs. Il convoque les sessions extraordinaires. L'ordre du jour est fixé par lui. Vous voyez qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est extrêmement grave. Maintenant, dans ses rapports avec l'exécutif, il nomme et révoque les magistrats. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature. C'est fort. Il y a une concentration. Nous sommes dans une logique présidentialiste, c'est-à-dire que extrême exagération et concentration des pouvoirs entre les mains du président. Nous sommes aussi dans un régime démocratique. Pourquoi? Parce qu'il y a une constance des élections qui permettent d'avoir une rotation des dirigeants politiques. Peut-être seulement sauf à la tête de l'État, où, bien entendu, nous sommes toujours dans une logique de transition démocratique et non d'alternance démocratique. Maintenant, nous sommes aussi dans un régime gérontocratique. C'est démontré, nous sommes gérés par les vieux. Le président de la République, 86 ans. Le président de l'Assemblée nationale, 85 ans. Le président du Sénat, 86 ans. Donc, vous comprenez que on peut aussi dire que nous sommes dans un régime gérontocratique parce que seuls les vieux gouvernent l'État du Cameroun. Ça veut donc dire quoi, finalement? La démocratie, c'est une importation. On estime que c'est une importation. Et qui vient de l'extérieur, qui vient de l'Occident. Mais c'est toujours discutable parce que quand vous suivez un certain nombre de doctrinaires, on va vous dire que non. Si il y a un continent qui peut apprendre aux autres ce que c'est la rotation à la tête de l'État, c'est bien l'Afrique. Parce qu'il a pris l'exemple tout à l'heure de l'Égypte. C'est-à-dire que les mécanismes, quand vous prenez l'Empire d'Ottoman, vous vous rendez compte qu'en 1715, l'Empire ottoman avait déjà le Sundiata Keïta, je crois. La première constitution du monde. Voilà, avait déjà posé les balises des droits de l'homme. L'Empire Mandingue, voilà, avait déjà posé les balises, justement, de la démocratie, du respect des droits de l'homme, de la protection de l'homme. En 1715, la première constitution du monde. Que c'est bien. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. À cette question. Messieurs, pour terminer, je vais vous laisser la parole en quelques secondes. Chacun aura 1 minute. Parce que le temps nous est parti. Bon, Passez pour vous 1 minute maximum. J'ai été juste 1 minute. Non, je ne pourrais pas intervenir dans le fond. Ouais. Je vais corriger. Je vais corriger ce que Bénix venait de dire. Oui, le corona a été programmé pour tuer les Noirs. C'est faux. Non, je n'ai pas dit ça. Bon, pourquoi aux États-Unis il n'y a que les Noirs qui meurent? C'est faux. Mais pourquoi ils meurent? Ça s'explique.
Pourquoi? Le corona... vous êtes un agent commercial de l'OMS, monsieur. L'un des mots de propagation, c'est le contact, vous savez. C'est le contact. Or, la plupart des Noirs, ils font quoi? Ils sont dans les services. Il ne faut pas l'oublier, ils sont les chauffeurs de taxi, c'est eux qui font des petits boulots, ils vont donner de courir de gauche à droite, donc ils sont dans le contact. Premièrement. Deuxièmement, la stratification de la société américaine avec le fait que, en réalité, c'est les happy few qui ont l'essentiel de l'économie, dont les richesses sont beaucoup plus reportées vers la majorité blanche que la communauté noire. Donc, ils font partie de ceux qui sont en bas de l'échelle. Conséquence, ils ont toutes les maladies qui s'accompagnent, soit de comorbidité, etc. Ils sont dans des zones de population, n'est-ce pas, de la strate inférieure, dont ils n'ont pas assez de ressources à la fois sur le muscle de le patrimoine pour se soigner. Ils sont dans la malbouffe, c'est-à-dire qu'ils mangent dans les McDo avec toutes les conneries qu'on connaît. Donc il y a ça. Et en France et en Italie, pourquoi ce ne sont pas les Noirs qui meurent en plus? Non, je sens Messieurs, on va terminer. Pas des Noirs, je voulais l'expliquer pour dire que c'est une... comment dire ça? C'est une partie de la population américaine, n'est-ce pas? Une frange de la population américaine qui était exposée à cette maladie-là. Donc, en ce qui concerne la démocratie, tout à l'heure, le professeur a dit des choses qui sont importantes. J'ai le temps de revenir sur la France après. Mais il faut dire que on ne peut pas évaluer la démocratie seulement sur le fait que, bon, il y a des institutions qui sont là. D'abord, il a bien décrit, par exemple, le système camerounais, et qu'il y a des élections qui se passent de manière régulière. Mais il faut aussi questionner la qualité de ces élections. Oui. Il faut questionner la qualité de ces élections. Il faut se poser la question, est-ce que l'électeur, même, on voit dans le cas du Cameroun que c'est... En tout cas, l'élection s'est passée au Burundi le mois dernier. Oui, est-ce que ces gens-là votent vraiment en toute connaissance des causes? Est-ce qu'il y a un véritable débat sur des programmes? Tout à l'heure, on parle des villages, mais je peux être du même village que toi, Ngos. Mais que nous ayons de deux points de vue de la vision du monde diamétralement opposés. Le problème se pose, c'est que si je suis président, et que j'exige qu'au moment de partir, c'est mon frère Ngos qui doit me remplacer, c'est là où il y a un problème. Mais si le problème c'est parce que Ngos a un programme et que j'ai un programme, on conforte nos programmes, il n'y a pas de problème. Vous parlez de Ségolène Royal. Ségolène Royal n'a pas épousé... François Hollande. François Hollande n'a pas épousé une femme. François Hollande a fait... des enfants. Des enfants avec une militante politique. C'est le cas par exemple de couple Gbagbo. Si Madame Gbagbo devient chef d'État aujourd'hui, vous n'avez pas dit que parce qu'elle est Madame Gbagbo, non. Cette femme, elle est d'abord une militante politique, une intellectuelle, avant de haut vol, attention. Donc ne confondez pas les choses. Mais quand Béni Christ... Et Ségolène était candidate aux élections avant mais si Béni Christ, le nouveau Tagné, au moment de la succession du pouvoir au Congo, redonne le pouvoir à Magne, qui n'a jamais fait de politique, là ça pose un problème. Merci beaucoup. Merci pour un rapidement. Quand ça se passe en Afrique, c'est un problème. Non, écoutons, soyons sérieux. Soyons très sérieux dans notre démarche. On sort de l'émission en disant simplement une chose qui est claire, n'est-ce pas? Le système qui est imposé avec une surmédiatisation, parce que la guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre de la communication. Oui. C'est-à-dire, c'est nos valeurs qui sont les meilleures valeurs. Quand on finance l'homosexualité, pour l'Europe, c'est une bonne chose, c'est quelque chose de bien. Mais l'Afrique ne l'accepte pas. L'Afrique n'accepte pas l'homosexualité. Allez dire à votre sœur alors, Macky Sall allez dire à votre sœur Alice comme alors de ne plus prendre l'argent de l'Union européenne. Je dis une chose, merci. Je dis une chose qui est claire, n'est-ce pas? Quand des modèles viennent de l'Occident, c'est ce qui est bien. Ouais, on nous dit que non, c'est la femme qui est effilée et tout, qui est la plus belle femme du monde. Donc nos femmes qui ont les rondeurs en Afrique, c'est-à-dire une belle poitrine, un bon fessier, ce ne sont pas de belles femmes. Donc vous comprenez un peu le design vendu par l'Occident, que ça soit culturel, que ça soit religieux, que ça soit politique, que ça soit... Mais écoutez... Monsieur, on termine. Merci André. En un mot, il faut dire ceci. Les problèmes en Afrique, c'est les problèmes du plagiat, du mimétisme. C'est-à-dire, exactement. La démocratie à l'africaine n'existera pas. Et ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la démocratie est une dévolution du pouvoir par le peuple. Par le peuple. Or, ce qui se passe en Afrique, c'est que... Tout ça, c'est venu de l'Égypte, hein? Vous nous inquiétez pas. Nous n'avons pas de systèmes qui sont pensés en fonction de la culture africaine. Nous avons copié. Comme Parfait nous le disait tout à l'heure, nous avons des États qui descendent de la conférence de Berlin. Nous avons des pays
qui sont l'héritage de la conférence de Berlin. Mais paradoxalement, les États que nous avons établis à l'intérieur de ces territoires sont malheureusement issus de la copie, du copier-coller. On n'a pas réfléchi à l'État par rapport à nos besoins. Comme le Covid-19, copier-coller, et pour confinement. Alors, je disais que la démocratie est un mauvais système. Pourquoi? Platon, qui est l'un des grands concepteurs de la démocratie, concevait la démocratie comme l'une des 3 phases de la dégradation du système aristocratique. Voilà pourquoi la démocratie ne peut marcher que lorsque les gens qui ont le moyen imposent les dictats sur les pauvres. C'est ça la démocratie. Docteur Yessomba, pour terminer. Oui, je voudrais peut-être prendre le contre-pied quand il parle l'exemple de la reine en Grande-Bretagne. Vous savez, là-bas, voilà, justement, un règne, mais elle ne gouverne pas. Voilà, ça dit que c'est un exécutif de façade où la reine est complètement effacée au profit. Et quand Kourounziz avait été au roi, vous refusez. Au profit du Premier ministre. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, il faut tropicaliser notre démocratie. C'est-à-dire qu'en réalité, prendre en compte nos réalités propres et les introduire dans nos institutions. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là je suis d'accord. Ce matin. Je sais que je vous souhaite de passer un très bon week-end, messieurs. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée et surtout, bon week-end. Au revoir.